Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, un podcast, un micro, un homme, un film. Cette semaine, on parle d'une des plus grosses sorties de l'été, voire de l'année 2026, un drame familial, une histoire d'amour longue distance, un boat movie, un film qui vous fera relativiser quant aux soi-disant galères de votre dernier séjour au camping en Grèce. Il s'agit bien entendu de l'Odyssée de Christopher Nolan, en salle depuis le 15 juillet. Et pour en parler, je suis en studio avec Karl Tamakloe, producteur et scénariste, notamment de Splinter Cell Death Watch sur Netflix, et surtout, plus grand fan au monde du film Sinners. Salut voilà. Karl. On mentionne les vraies choses. Salut Anaïs, merci de l'invitation. Alors, ce film, Nolan ou Yeslan, c'est la fin de l'année, je suis vraiment en roue libre. Que vaut l'adaptation de ce récit composé par Homère il y a environ 3000 ans et où est-ce que je peux me procurer de la fleur de lotus pour oublier la défaite de la France en Coupe du Monde? On tente de répondre à toutes ces questions et bien d'autres dans cet épisode. Bon, avant toute chose, faut poser les bases. Karl, t'as fait latin ou grec au collège-lycée? Rosaris, Rosis, Rosis. Excellent. Gros latiniste. D'ailleurs, je sais même plus c'est quelle déclinaison, donc Pareil. réputation enlevée, mais latin. Ouais, moi pareil, et du coup, je pense que ça permet quand même de poser les bases pour nos auditeurs. Je suis pas une helléniste, donc globalement, je vais pas fact-checker ce qu'il y a dans le film de Nolan par rapport à ce qu'il y a dans l'Odyssée d'Homère. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu les 15 premières pages hier soir, en me disant que potentiellement, j'aurais la capacité de lire tout le livre avant de venir Tu voulais enregistrer faire une nuit aujourd'hui. blanche sur Mais Homère? en fait, ouais, trop la flemme. Compliqué, ouais. Donc voilà, donc si vous voulez, il y a plein de gens qui sont vraiment très très à fond sur le texte d'origine et qui pourront mieux vous renseigner sur les différences, tout ça. J'ai quand même fait quelques recherches, mais globalement, voilà, moi aussi, je suis team latin, donc excusez-nous d'avance. C'est un point de vue comme Christopher Nolan avec l'Odyssée. Exactement. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ton rapport à Nolan? Moi, je me considère comme un gros Nolan Zouz. Enfin, vraiment, je pense que j'ai commencé ma passion pour le cinéma avec Nolan et Fincher. Mais The Dark Knight, c'était une assez grosse claque. Sachant que je l'ai rattrapé assez tard parce que, en fait, j'ai commencé par le 3, donc par The Dark Knight Rises. Parce qu'à l'époque, j'avais le choix entre The Dark Knight et Quantum of Solace, et j'ai choisi Quantum of Solace. Énorme erreur. Mais après, du coup, j'ai vu le 3 de The Dark Knight Rises, qui a été vraiment une grosse claque, et j'avais jamais vu Batman sous cet angle-là. Et The Dark Knight, c'est là où ça m'a montré que Nolan avait un vrai point de vue sur les super-héros, que le cinéma de super-héros pouvait aussi être un télo, pouvoir vraiment désacraliser des figures, ce qui est assez à propos avec l'Odyssée, je spoil un petit peu, désacraliser des figures héroïques, et donc je l'ai suivi depuis le début. J'ai eu une petite scission depuis Dunkerque, que j'attribue au départ de Jonathan, à la co-scénarisation, où là je trouve que vraiment il est retombé un peu dans des travers de réalisateur très architectural, qui met en scène des concepts plutôt que des histoires. Et donc Dunkerque, moi, ça a été une grosse douche froide. La première fois, en tout cas, la deuxième fois, j'ai mieux apprécié parce que je me suis dit, bon, c'est pas qu'une démo technique, et je ressens des choses dessus. Et Tenet, là, par contre, ça a été la rupture. J'ai vraiment détesté Tenet. J'ai trouvé que c'était tous les poncifs de Nolan à fond, quoi, des personnages qui n'existent pas, des concepts, tu sais pas ce qu'ils foutent, genre qu'est-ce que tu fais, quoi. Oui, vraiment... il te dit dès le départ que tu vas pas comprendre son film dans tous les cas. Et moi, je suis un peu en mode genre, ouais, mec, tu te fous de ma gueule un peu. Tu vois, à la fin, je me suis senti vraiment trahi par Nolan. Et après, il est revenu avec Oppenheimer, où j'y suis vraiment allé, mais à reculons. Et il m'a eu. Avec Oppenheimer, j'ai trouvé que c'était un biopic assez fantastique. Un pur film de Nolan, que ce soit dans la réal, dans le scénario, même dans le côté Prométhée américain, qui je trouve en plus est beaucoup en conversation avec l'Odyssée. Enfin, je trouve qu'il y a une sorte de trilogie un peu inofficielle entre Tenet, même quadralogie, parce que même Dunkerque, en vrai, il y a quand même pas mal de thèmes communs qui, pour moi, en fait un vrai auteur de blockbuster. Et là, avec l'Odyssée, est-ce que je vais pas spoiler maintenant, mais l'Odyssée, je suis un peu retombé au milieu, quoi. Le Nolan qui me plaisait, mais en même temps le Nolan qui m'énerve un petit peu, donc voilà. Ouais, je pense que Nolan, c'est vraiment celui qu'on retiendra comme justement le réalisateur qui a prouvé qu'on pouvait faire du grand spectacle intello, comme Exactement, tu dis, ouais. du grand spectacle un peu sérieux, pour le meilleur et pour le pire, puisque après il a entraîné une flopée de tentatives de raconter les super-héros différemment, et ça n'a pas toujours été forcément réussi. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment à ça qu'on l'associe. Moi, je pense que je suis pas du tout Nolan Zouz. Ce terme.
J'aime plutôt Nolan, mais je le classerai pas du tout dans mes cinéastes préférés. C'est rare que j'aime vraiment pas un de ses films, Ouais. mais je pense que même si on n'a pas besoin de les opposer, mais étant une vraie Lynch-zouse pour le coup, moi j'aime être un peu perdue dans des films qui m'expliquent rien et Ouais. qui cherchent pas à avoir une signification à la fin. Ouais, je comprends. Et Nolan a ce côté petit malin parfois Ouais, dans son ouais, je cinéma comprends tout à et ce fait. côté explicatif où Ouais. il faut que tout ait une résolution et que tout soit emboîté structurellement, etc., qui fait que parfois je me sens un peu en dehors du récit parce que justement je vais peut-être me sentir bête ou avoir l'impression que je dois vraiment faire un effort Ouais, je comprends. de réflexion devant ces films alors que j'aime bien me perdre dans un film. Et il a un côté où lui-même, je pense qu'il met tellement à distance émotionnellement ses récits. Genre c'est vraiment pas un cinéaste de l'émotion, c'est vraiment un cinéaste de la réflexion, quoi. Ouais. Et alors que j'aime bien, je pense, le cinéma plus sensoriel. Mais j'avoue que, évidemment, j'aime beaucoup, beaucoup de ces films. Moi, j'avoue que Tenet, j'ai pas adhéré non plus, mais juste le plaisir sensoriel, pour le coup, de Ouais. retourner au cinéma après le Covid Oui, et non, de mais me ça, prendre c'est des très séquences lié à une d'action. période, ouais, carrément. Ouais, voilà, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que je suis pas toujours très fan. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'on va en parler un petit peu plus. L'Odyssée, pour moi, c'est un peu un film somme Oui. pour ce que Nolan essaye de raconter depuis des années et des années, Carrément. et notamment sur l'évaporation du temps et le fait d'essayer de rattraper à tout prix le temps qu'on a perdu, et d'hommes un peu isolés et déprimés qui... Il fait toujours le même personnage. Enfin, Ouais, vraiment, voilà. non, mais c'est assez dingue. Et là, ouais. il a même, en fait, est-ce qu'il a transformé Ulysse en un personnage nolanien, ou est-ce que, en fait, tous les films de Nolan parlent de l'Odyssée au final Ouais. et s'inspirent un peu d'Ulysse? À voir. Encore une fois, je suis pas helléniste, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que pour moi, ouais, toutes les thématiques de l'Odyssée, ou en tout cas tout ce qui constitue le récit de l'Odyssée, s'imbrique naturellement assez bien dans ce que Nolan veut raconter, et il en a fait vraiment son propre film aussi, quoi. Ouais, carrément, je trouve aussi. Savais-tu que Nolan était censé réaliser le film 3 Oui. il y a 20 ans? Oui, je sais qu'il Évidemment, était sur la parce que tu es une shortlist. Nolan-zouse. Ouais. Qui l'a fait déjà toi C'est Wolfgang Petersen, je crois. Ok. Et moi, j'adore... Enfin, je ne l'ai pas revu depuis 20 ans, mais à l'époque, 3, moi, Eric Bana et Brad Pitt en petit jupon, j'étais méga Orlando fan. Bloom Non, Orlando Bloom. Orlando Bloom aussi, Ouais. mais en fait, je suis venue pour Orlando Bloom, Ouais. mais je suis repartie avec Eric Bana, genre gravé dans mon ADN, tu T'es vois. parti avec des vivres, quoi. Ouais. Exactement. C'est beau. Mais donc ça aussi, en fait, c'est fou parce que tu vois l'Odyssée aujourd'hui et tu te dis c'était un peu écrit, quoi. Ouais. C'est un projet qui colle totalement avec Nolan. Mais parce que je trouve que c'est avant tout un réalisateur du mythe du héros. En fait, l'Odyssée, c'est quand même connu comme étant un peu le mythe matriciel Ouais. de toutes les histoires qu'on connaît aujourd'hui. Donc, t'as l'Iliade qui est vraiment l'arrivée, la première partie un petit peu de ton récit. Et là, on se focalise vraiment sur le retour. Et comme tu dis, pour moi, Interstellar, c'est pratiquement l'Odyssée aussi, tu vois. Cette volonté absolument de vouloir retourner à la maison, d'être tenu que par un amour en plus, tu vois. Pour moi, il y a même presque un côté un peu remake antique, tu vois, genre le côté science-fiction de Interstellar et le côté fantasy de l'Odyssée qui est assez impressionnant, je trouve. Ouais, complètement. After years of war, no one could stand between my men and home. Not even me. Alors, gros job pour toi. Est-ce que tu peux me résumer l'Odyssée de Nolan en moins de 30 secondes? Je me suis pas préparé à cette question alors que tu la poses à tout le monde. Alors, l'Odyssée de Nolan, c'est l'histoire d'un mec qui ne veut pas revenir à la maison, mais qui ne sait pas encore pourquoi. Voilà, je vais le résumer comme ça. Moi, je dirais que c'est vraiment un film sur le fait qu'il ne faut pas partir de sa maison, en fait. Il faut juste rester à l'intérieur. Je comprends. À tout moment. Étant parfois stressée juste à l'idée d'aller faire mes courses, j'avoue que l'Odyssée, j'étais à waouh. Avec ta femme, avec ton fils, voilà, genre t'as la belle vie, mec, pourquoi tu pars? Ouais, exactement. J'aime bien. Alors, il faut préciser qu'on va spoiler. Vous le savez si vous écoutez souvent le podcast, mais clairement, si vous ne voulez rien savoir sur ce qui se passe dans l'Odyssée, que vous n'avez jamais su ce qui se passait dans l'Odyssée d'Homère, c'est le moment de partir. Mais il se trouve que oui, l'Odyssée, ça parle du retour d'Ulysse à Ithaque, donc qu'il avait quitté 20 ans plus tôt pour partir faire la guerre à Troie. Et après la guerre, il lui arrive plein d'emmerdes. C'est vraiment vie de merde le film, quoi. Jusqu'à ce qu'il arrive enfin à revenir, et où là, il va aussi prendre sa vengeance par rapport à tous les prétendants qui, en son absence, essayent de pécho sa meuf et d'accéder à son trône, puisqu'il est roi. Bon, j'allais dire, qu'est-ce que t'en as pensé? En quelques mots. En quelques mots. Du coup, je l'ai vu 2 fois.
en l'espace de 2 jours. Bravo. Mais bon, tous les Aux Nolan, ailes. je les vois au moins 3 fois. Enfin, faut le savoir. Le premier visionnage m'a beaucoup décontenancé parce que à la fin, j'ai été assez déçu et je savais pas pourquoi. Je savais pas exactement pourquoi. Il y a certaines scènes qui m'ont vraiment, vraiment pris. Je pense qu'on en reparlera, mais il y a toute une incursion de Nolan là vers l'horreur que j'ai trouvé assez excitante et assez nouveau dans sa filmographie. Comme tu dis, on retrouve assez bien les thèmes de Nolan, que ce soit sur la temporalité, que ce soit sur le retour, que ce soit sur l'amour. Mais justement, sur ce côté temporalité, j'ai été assez surpris parce que pour une histoire qui raconte l'attente de quelqu'un qui veut partir à la maison, d'un voyage qui est dangereux, qui est prenant, qui est harassant, j'ai trouvé que le montage ne faisait pas honneur en fait à la temporalité qui était décrite par l'histoire. Notamment dans sa première partie où je trouve le montage totalement elliptique avec pas un seul plan qui dure 1 seconde. Et donc j'étais assez perdu. Le milieu du film, ça se pose enfin sur vraiment les péripéties, sur tous les passages obligés, le cyclope, même Scylla, le tourbillon, etc. Et donc là, j'ai beaucoup plus investi, on va dire, l'histoire. Et à la fin, ça revient à un côté, il faut absolument finir le film. Je pense que il y a plusieurs explications à ça. C'est que l'IMAX, il peut pas tourner plus de 3 heures. Donc je pense qu'il y a eu énormément de coupes, et surtout au début, parce qu'il faut replacer l'Iliade, il faut replacer qui est Ulysse, il faut replacer qui est Télémaque. Tu as les 4 premiers chapitres, je crois, de l'Odyssée aussi, qui sont du point de vue de Télémaque. Donc c'est important de le replacer. Mais du coup, j'étais assez perdu sur qui je devais suivre dans cette histoire et quel était mon ancrage émotionnel. J'étais très négatif dès le début, pardon. Mais Tu as le droit. non, mais par contre, j'ai quand même aimé des choses. Enfin, je veux dire, ton introduction du podcast, ce Travis Scott qui est le premier personnage qu'on voit à l'écran, qui raconte une histoire, qui raconte Ulysse. Moi, j'aime beaucoup les films qui parlent du storytelling, en fait, qui sont assez méta sur ce que c'est qu'une histoire, sur aussi les biais que les narrateurs peuvent avoir sur la manière de présenter les personnages. Et Ulysse, c'est ça, en fait. Ulysse, c'est un personnage c'est un héros. Il est pas palpable, en fait. C'est quelqu'un qui se raconte par des chants, c'est quelqu'un qui se raconte par des ouï-dire. Enfin, c'est ce que Ménélas dit, en fait. C'est que c'est une figure, en fait, qui ne peut pas être décrite que par une phrase ou une histoire. Et donc, j'ai beaucoup aimé la confrontation des points de vue dans ce film. Par 2 événements, tu avais notamment le Cheval de Troie, enfin vraiment le changement de point de vue où tu es d'abord avec Elliot Page, donc Sinon, et ensuite tu es à l'intérieur du cheval. Enfin, j'ai trouvé cette confrontation assez cool. Et la guerre de Troie, qui est pour moi la clé de lecture du film, en fait. Au début, tu la penses être héroïque, tu la penses être comme on la montre, en fait, sur plein d'œuvres, en fait, de fiction, tu vois. Et la fin qui la montre vraiment du point de vue d'Ulysse, qui se souvient pourquoi il ne veut pas rentrer, qui est parce qu'il a brisé la loi suprême, en fait, de ce monde-là. Et donc, d'un point de vue, on va dire, de l'idée du storytelling, j'aime beaucoup le film. Après, je trouve que ça se casse un peu la gueule sur l'une des tares de Nolan, qui est les dialogues et son envie de tout surexpliquer. En fait, je trouve que c'est un film qui est quand même très bavard. Ah ouais, tu trouves? Moi, j'ai pas trouvé du tout, justement. Ah ouais? Moi, je trouve que c'est un film qui explicite tout. C'est un film qui laisse pas le spectateur juste voir des images, se faire son propre chemin, justement. J'ai eu un exemple parce que je viens de le voir, là, de le revoir. Mais tu vois, la scène où tu as Télémaque qui reconnaît Ulysse. T'as juste besoin de voir le regard de Télémaque. Pourquoi tu redis genre, est-ce que t'es Odysseus? Oh, t'es mon père. Enfin, en fait, il y a plein de petites choses comme ça où je me dis, j'ai pas le temps de souffler, j'ai pas le temps de me prendre l'émotion parce que Nolan veut me surexpliquer des choses. Et donc, je suis très négatif, mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, je ressens aussi le montage un peu frénétique du film. Moi, j'avoue que ça a fonctionné sur moi. J'ai été vraiment happée et captivée par l'histoire. Je trouve que le premier tiers est effectivement celui qui a le plus de défauts parce qu'il veut poser plein de choses et qu'il n'a pas le temps de le faire et que donc il le fait avec beaucoup d'exposition, tout ça. Moi, vraiment, j'en suis ressortie en me disant que c'était paradoxalement un film que j'avais trouvé assez sobre, surtout pour Nolan. Et c'est cette sobriété qui me plaît pas mal. Après, c'est aussi les choix techniques qu'il a fait, tout ça. Mais comme justement, c'est un cinéaste du grand spectacle, là, j'ai trouvé qu'il y avait plein de moments qui étaient... Alors certes, ça va très vite, mais... il y a beaucoup de narration en voix off, en fait, où on entend les personnages parler, mais sans forcément les voir parler à l'écran. Et donc, ça peut faire très clippé. Mais moi, à l'inverse, ça m'a fait penser à Terrence Malick, tu vois. Genre, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs un peu contemplatifs dans la manière dont il raconte son histoire, même avec un montage très cut, qui m'ont pas mal emporté. Et en fait, la manière dont il pose vraiment tous les jalons pour arriver au dénouement final, j'ai trouvé que c'était très intelligent. Mais comme toi, je l'ai vu 2 fois sur une période assez rapprochée. Pas aussi rapprochée.
Et j'avoue qu'il tient pas. Moi, c'est marrant, c'est plus. J'ai été époustouflée La pendant première mon fois premier visionnage. C'est vrai. Ok. Parce que je l'ai vu en plus dans des conditions excellentes, avec un écran gigantesque, tout ça. Et j'étais vraiment ravie de mon expérience et je lui trouvais très peu de défauts. Et en fait, au deuxième visionnage où je suis allée le voir dans une salle avec un plus petit écran, où j'étais mal assise au fond, je voyais les têtes qui me coupaient un peu la vue, tout ça. Ben là, la magie opérait beaucoup moins. Ok. Et j'ai commencé à repérer les défauts. Mais je trouve que c'est un film du coup qui supportait pas le double visionnage comme ça de manière très rapprochée. Mais j'essaye de rester sur ma première impression qui était du grand spectacle. T'as raison. Et aussi j'essaye, je pense, et on en parlera des critiques que certains commencent à formuler déjà sur le film, est-ce qu'il aurait pas fait, est-ce qu'il aurait dû faire, etc. J'essaye toujours au maximum d'évaluer un film sur ce qu'il m'a proposé et pas sur ce que j'aurais aimé qu'il me propose, tu vois. Parce qu'en fait, au deuxième visionnage, c'était ça qui me dérangeait, c'est que je me disais, ah là, il aurait pu faire ci, ah là, il aurait pu faire ça différemment, mais en fait, il a pas fait ci, il a pas fait ça différemment. Et c'est un auteur, et il fait ses choix, et il sait pourquoi il fait ses choix. Et en fait, j'aime pas mal les choix qu'il a fait. C'est vrai qu'on peut raconter de façon, c'est l'Odyssée, c'est le récit, comme tu dis, le Uber récit. Donc, on peut en proposer des milliards de versions. Cette version-là, la première fois que je l'ai découverte, j'ai été vraiment complètement happée. Et j'avais peur à plein de moments pour les personnages et tout. Et donc, j'essaye de rester ancrée dans cette note positive-là. Mais je comprends aussi pourquoi on peut être un peu désarçonné par plein de choix qu'il fait, quoi. Bah moi, c'est totalement l'inverse de toi, du coup. C'est que mon premier visionnage a été assez cataclysmique. Enfin, vraiment, je suis sorti du Max Lander dans la rue, limite à marcher comme si c'était les enfers, en mode genre, mais Nolan, qu'est-ce que tu m'as fait, tu vois. Et donc, mais sans doute aussi parce que t'es hyper fan de Nolan et que moi, je le suis pas. Et du coup, on n'est pas arrivé avec les mêmes attentes sur le film. Je pense, c'est que moi, l'Odyssée, quand même, c'était une énorme attente cette année parce que il m'avait repris avec Oppenheimer et je lui ai retrouvé des tares en fait de Tenet, tu vois. C'est-à-dire ce côté montage clippé, ce côté très très évanescent aussi. Enfin, je trouve que maintenant, c'est limite devenu un cinéaste très stylistique. Enfin, tu vois, il a vraiment un style très contemplatif aussi, tu vois, mais aussi très explicatif, très conceptuel. Et moi, c'est vraiment le deuxième visionnage qui m'a beaucoup plus pris émotionnellement. Où là, j'ai un petit peu mieux compris ce qu'il a voulu essayer de faire, notamment avec cette loi de Zeus qui est au centre de tout. Enfin, je trouve que c'est aussi un grand film sur la confiance. Sur la confiance que tu donnes, celle que tu brises et les conséquences en fait du fait de briser une confiance là. Et la première fois, j'ai trouvé que c'était un peu un film à thèse. Enfin, qu'il y a justement ce côté où il explique tout. Tout est dans les dialogues et pas vraiment dans la mise en scène. Mais la deuxième fois, je l'ai beaucoup plus vu dans les interactions avec les personnages. Et enfin, moi, j'ai chialé 2 fois, tu vois. Enfin, vraiment, la scène des sirènes, moi, m'a totalement pris. La scène de Circé, j'ai été vraiment... au début, j'étais vraiment terrifié. Et la deuxième fois, la performance de Samantha Norton m'a vraiment beaucoup plus pris. Et le monologue de fin de Ulysse à Pénélope, où il raconte justement la guerre de Troie et comment le fait d'avoir brisé cette loi-là l'a brisé lui, a brisé le monde. Là, j'ai eu quelque chose. Mais en fait, il a fallu attendre la deuxième fois où je me suis dit, ok, je me suis pris un truc, je sais pas exactement comment l'analyser. Et la deuxième fois, justement, j'étais plus dans l'analyse, j'étais juste dans la réception émotionnelle. Et là, ça a beaucoup plus pris. Alors, il y a effectivement Ulysse, le personnage principal qui est joué par Matt Damon, que nous on appelle Ulysse, mais qu'ils appellent Odysseus. Je crois que c'est l'inverse en fait. C'est plus nous qui l'appelons Ulysse alors qu'il s'appelle Odysseus. Oui, c'est ça. En fait, je crois que du grec, c'est effectivement Odysseus et que donc c'est les latinistes qui se sont mis à l'appeler Ulysse. Ouais, pourquoi on ne sait pas. Voilà. Esprit d'opposition. C'est ça. Donc Déso. Et il y a son fils, Télémaque, qui est joué par Tom Holland. Et donc Télémaque, qui lui est resté au royaume, qui n'a jamais vraiment connu son père, puisque son père est parti quand il était vraiment tout bébé pour faire la guerre. Et là, il est en train de devenir adulte. Il aimerait régner, mais il peut pas encore. Et il est un peu en interrogation en fait sur l'avenir de son royaume. Il est très frustré par tous les prétendants qui traînent en fait dans le palais et qui veulent séduire sa mère et espèrent obtenir le trône en l'épousant. Et comme il ne sait pas si son père Ulysse est mort ou pas, ils se sentent un peu tous enfermés dans une situation qui n'est pas débloquée. Et donc, il va essayer lui aussi de partir trouver des nouvelles d'Ulysse pour savoir si, oui ou non, il est mort. La mère de Télémaque, et donc la femme d'Ulysse, Pénélope, est jouée par Anna Thaoué, une des femmes les plus belles du monde. Et donc elle, pareil, qui a un rôle qui est quand même compliqué, je trouve, parce qu'elle n'est pas beaucoup dans le film, mais c'est un rôle un peu ingrat. Enfin, en fait, elle est censée être dans l'attente de son mari, dans la rancœur de justement d'avoir été abandonnée par son mari depuis 20 ans et probablement forcée à épouser quelqu'un d'autre alors qu'elle ne le veut pas, etc. T'as pensé quoi de sa performance à Anna Thaoué ? Moi, j'ai un peu 2 avis. Lorsqu'elle est plus dans la retenue, j'aime beaucoup. Lorsqu'elle est un peu dans l'explosion de sentiments, là, j'y crois moins. Pareil. En fait, elle a une espèce de mesquinerie qui ressort quand elle s'énerve. Et je sais pas si c'est un choix ou pas, mais moi, ça me déplaît fortement. Mais en plus, vraiment envers Télémaque.
Ouais, Tu vois, c'est étrange. c'est très étrange. Donc, du coup, c'est autant l'écriture que la performance. Mais tu vois, elle a sorti des scuds, quoi, de tes petits poils au menton, là, genre, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux avec mon trône ou enfin, une autre phrase où j'étais genre, bah, meuf méchante. Tu vois, mais donc, je sais pas exactement pourquoi, mais dès qu'elle est dans la colère, l'énervement et la frustration, parce qu'en fait, je pense que Télémaque aussi est une image de la frustration qu'elle a que Odysseus ne soit plus là. Donc je peux le comprendre, mais je trouve que c'est pas la meilleure performance d'Anna Hathaway. Ouais. Alors que je le lis beaucoup, et donc moi, genre, je suis venu avec cette attente-là. Oui, les gars, revoyez Les Misérables, qui était un film atroce, oui, mais le dans film était lequel atroce, elle mais était elle vraiment était incroyable. géniale. Non, Ouais. mais on est d'accord. Et tu vois, même dans des rôles un petit peu plus, tu vois, enfin, je sais pas si t'avais vu We Crashed. Non, j'ai pas vu We Crashed. Avec Jared Leto. Ah si, la série, là, Ouais, c'est ça la série, j'avais tu vois. vu genre un épisode. Ah, t'avais pas aimé? Ouais, je crois que ça m'avait saoulé. Ok, d'accord. C'était un peu trop triggering, je pense, Ah oui, je comprends. par rapport au monde de Au l'entreprise. monde de la start-up. Ouais, voilà. Je comprends. Mais tu vois, je trouve qu'elle avait des performances beaucoup plus justes entre l'humanité et une certaine forme de frustration. Là, je trouve qu'en fait, qu'elle a un peu poussé les potards des deux côtés. Et donc, j'ai été pas déçu. Je me suis dit, genre, ok, t'étais là. Je suis d'accord. Après, moi, il y a quand même une des scènes qui m'émeut le plus et qui a débloqué le début de l'émotion pour moi, parce que ça reste un film qui est quand même un peu émotionnellement froid. C'est le flashback où on la voit justement avant qu'Ulysse parte. Ouais. Et où elle lui dit, mais on pourrait s'enfuir, regarder poursuivre l'horizon. Voilà. Ouais. Et là, il y a la musique, le thème un peu de Ludwig Göransson qui démarre. Et cette séquence est tellement belle. Et là, je la trouve très bien, en fait, en amoureuse, en fait, qui a là une rage aussi, mais qui est dirigée au bon endroit. Ouais, carrément. Là, ça m'a un petit peu ému, quoi. Peut-être que cette colère, elle est plus dirigée sur les circonstances. En fait, tu vois, enfin, j'ai pas l'impression que lorsque t'as Ulysse qui lui dit je dois partir, elle soit énervée contre Ulysse, elle est plus énervée contre les circonstances qui font qu'il parte. Ouais, et elle a la rage contre, en fait, le système de la guerre, ce qui est un peu tout ce que Nolan va essayer de raconter aussi jusqu'à la fin du récit avec Ulysse qui regrette les horreurs de la guerre. Ce qui est évidemment, juste après Oppenheimer, il y a quand même beaucoup de parallèles thématiques avec ce film-là aussi. Et donc, c'est un des premiers indices aussi du coût de la guerre. C'est-à-dire qu'elle, elle va perdre, alors qu'on capte pour le coup très bien en quelques scènes l'intensité de leur amour à tous les deux. Ils ont une très belle alchimie. C'est vrai, ils ont une très belle alchimie. Ouais. Et donc là, tu ressens vraiment sa douleur à elle de dire mais c'est absurde. Enfin, pourquoi tu pars en pensant que tu ne vas peut-être jamais revenir pour faire la guerre pour un autre homme. Pourquoi tu me proposes en fait? Pourquoi tu me dis directement que tu vas devoir peut-être prendre un autre mari, quoi? Enfin, voilà. Je le comprends totalement. Ouais. Et donc cette injustice-là, pour le coup, moi je trouve que cette scène est très réussie parce qu'en quelques secondes à peine, tu captes tout ce qui se joue pour elle, quoi. Ouais, carrément. Et c'est plus difficile après. Et donc elle va être courtisée par beaucoup de mecs qui traînent dans son palais, et notamment Antinos. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Antinous. En anglais, je crois que c'est Antinous, mais ça doit être Antinos, ouais. Ça s'écrit Antinous. Et je trouve ça drôle. Et il est joué par Robert Pattinson, qui aime bien jouer les petits... Les serpents. Ouais, voilà, les petits serpents, exactement. Et qui est vraiment le serpent de ce film. Qui essaye de jouer un peu sur tous les tableaux, qui fait mine d'être le protecteur de Télémaque et qui essaye de séduire Pénélope d'une manière noble, alors qu'en fait, il est très, très intéressé. Et Robert Pattinson le fait très bien. C'est pas un immense rôle, mais il le fait très bien. Ouais, pareil. Je suis d'accord. Je trouve que c'est un peu la partie jouissive du film. Ouais. C'est dans un film qui est justement assez sérieux, assez froid. Lui, je trouvais qu'il y avait un côté où il jouait pas forcément dans le même film. Et justement, je trouvais que c'était un peu une respiration d'avoir quelqu'un... C'est un peu le Jared Leto de House of Gucci, quoi. Non, mais exactement. C'est un peu la performance cartoonesque, tu vois, qui te fait un petit peu respirer. Ouais. Et t'adores le détester. Et personnage tellement lâche aussi par rapport à un autre perso, le perso de Sinon. Justement, j'ai beaucoup aimé le parallèle que le film fait entre les deux. Ouais. Mais il le joue très, très bien. Vraiment très, très bien. Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est ce que j'adore, moi, dans ce film. C'est que, pour moi, n'ayant pas lu l'Odyssée, j'ai quand même toujours pensé que c'était... évidemment, c'est une histoire de mythe. Et donc, ce qu'on en retient, c'est l'affrontement entre Ulysse et les dieux. Ouais. Et ce qui est hyper fort dans l'Odyssée de Nolan, c'est que c'est l'affrontement entre Ulysse et les autres hommes, quoi. Ouais. Et que les divinités, elles sont présentes, mais que c'est pas... En fait, c'est pas tant les enjeux auprès des créatures qui vont intéresser Nolan, c'est vraiment comment il se déchire avec les autres hommes. Ouais. Ses hommes à lui, mais aussi justement Antinous. Et je trouve ça très très fort aussi d'avoir cet antagoniste principal, alors que le mec va affronter un cyclope, des sirènes, etc. Le plus gros antagoniste, c'est Robert Pattinson, qui est au pied de sa femme depuis 20 ans, quoi. Ouais, carrément. Aussi, l'antagoniste principal, c'est lui-même. Enfin, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, tu vois, dans le film, c'est que c'est limite je vais pas dire thriller psychologique, thriller mythologique, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un côté où... Il y a quelque chose. Je trouve qu'il y a quelque chose, tu vois, c'est lui-même qui est son propre méchant, quoi. Il doit affronter ses propres biais, sa propre lecture du mythe de Troie. Et je trouve que, justement, le personnage de Robert Pattinson, je l'ai beaucoup aimé jusqu'à sa fin.
parce que moi, j'ai pas été très soulagé du fait qu'il soit mort. J'ai trouvé sa mort un peu anticlimactique, tu vois. Et donc, je m'attendais à une scène un peu plus... Tu voulais qu'il soit écartelé, qu'on lui arrache les yeux, qu'on lui coupe les couilles. Exactement. Moi qu'on aussi, le brûle. un peu. Mais j'avoue que la première fois, j'étais un peu en mode, putain, ça fait 3 heures qu'on attend ce moment. Je trouve que cette scène va un peu vite, mais je sais pas, la deuxième fois, ça m'a totalement satisfaite. Trop bien. Sa mort à lui, comme quoi, on aime c'est tuer fou, Robert Pattinson, on adore. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est hyper plaisant. Enfin, on en a souvent parlé dans le podcast, mais Robert Pattinson, qui a connu une immense célébrité avec Twilight et qui a passé le reste de sa filmographie à détricoter, en fait, l'aspect très lisse qu'on lui avait donné à l'époque et qui prend vraiment un malin plaisir à jouer des pervers, des mecs un peu tordus, des mecs très très faillibles. Et je trouve ça vraiment chouette de voir que c'est un acteur qui s'éclate autant dans ce genre de rôle, quoi. Et c'est marrant parce que, je crois qu'il l'a dit pendant l'avant-première de l'Odyssée, mais c'est que du coup, il devait tourner Batman 1 et Batman 2, pas back-to-back, mais de manière assez proche. Il a attendu que Matt Reeves écrive son script. Et donc là, il est en mode, faut que je m'amuse un petit peu. Je vais faire The Drama, je vais faire The Odyssey. Enfin, tu te dis, mais gars, c'est quand même de très très bonnes performances, quoi. Enfin, je trouve qu'il a une des carrières les plus intéressantes d'Hollywood en ce moment. Il a une des filmographies les plus irréprochables. Lui et Kristen Stewart, en fait. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que c'est vraiment Twilight a fait des beaux bébés, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et clairement, ce qu'ils ont fait tous les deux pour le cinéma indépendant et pour une certaine complexité, en fait, dans les rôles qu'ils ont choisi d'incarner post-Twilight, est vraiment très, très intéressant, quoi. Et puis après, on arrive, moi, il y a 2 personnages secondaires, mais pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur et qui, pour moi, sont un peu l'âme émotionnelle du film. Et donc, je voulais en parler. Le premier, c'est Uri Locke, qui est joué par Himesh Patel. Enfin, Himesh Patel, déjà, je l'adore. Et j'étais tellement heureuse de voir qu'il était dans ce film et de voir qu'il avait une place si importante dans ce film. Oui, parce que la promo l'a pas beaucoup mis en avant. Pas trop, parce que je pense qu'il n'est pas, évidemment, du calibre, en fait, de célébrité d'un Matt Damon ou d'une Anna Thaoué. Et je crois que dans l'Odyssée, de ce que j'ai lu, c'est pas un personnage qui est si développé que ça, puisque c'est un peu le second de Matt Damon et d'Ulysse, et qui va être aussi son opposition de plus en plus à la limite de la mutinerie, puisqu'il va de plus en plus douter des compétences de leader d'Ulysse et lui en vouloir, en fait, de l'empêcher dans ses instincts un petit peu primaires d'homme. Et Himesh Patel, qui a vraiment, je trouve, il a un côté très deadpan et en même temps très attachant. Enfin, c'est-à-dire qu'il peut avoir un côté un peu mesquin dans son jeu et en même temps, t'as envie d'être pote avec lui. Et je trouve qu'il est parfait dans ce rôle. Très charismatique. Je trouve qu'en plus, tu vois, c'est pas facile. Il a Matt Damon en face, tu vois, et donc de tenir face à un vétéran comme lui, c'est assez ouf. Et je suis d'accord avec toi sur le côté émotionnel et je trouve que c'est assez bien construit en termes de personnages. C'est le scénariste qui parle, pardon. Mais en termes de personnages, parce que tous les personnages sont un petit peu des sortes de miroirs déformés d'Ulysse. Et donc, le côté très culpabilisateur, je trouve, d'un Uri Locke est très à propos sur justement toute la remise en question que va avoir Ulysse à la fin. C'est vraiment une sorte de voix de la raison, mais qui après faillit. Mais je l'ai trouvé très très bon dans le rôle, effectivement. Oui, parce qu'en fait, ils ont une complicité qui ressemble à une amitié et on sent qu'ils sont vraiment... Il y a du respect. Voilà. Et il y a un moment où Uri Locke est menacé et il leur dit « partez sans moi, c'est pas grave ». Et on sent que Ulysse, qui a moins de problèmes à sacrifier d'autres hommes de sa team, veut vraiment pas perdre Uri Locke. Et donc, il y a quelque chose de très fort entre eux qui fait que c'est d'autant plus déchirant quand on voit qu'il y a de moins en moins de confiance entre les deux hommes au fil du récit et du voyage. Et puis après, il y a le plus grand ami et confident d'Ulysse, qui est Eumée, joué par John Leguizamo. Et là, pareil, un acteur, je pense, qui a un capital sympathie énorme et qui est tellement génial dans ce rôle. Et vraiment, ça fait plaisir parce qu'il n'est pas toujours... je crois que c'est la première fois qu'il joue chez Nolan. On a l'habitude de le voir jouer des rôles secondaires dans des films d'action. Et là, en fait, il est génial, je trouve, dans le rôle de... C'est Tybalt, non? Il jouait pas Tybalt dans Roméo plus Juliette? Ah, peut-être. J'ai effacé ce film de ma mémoire. Ah, pardon. Je crois qu'il joue dans Roméo plus Juliette. Mais je l'ai trouvé très très bien aussi. Aussi un bon cœur émotionnel, je trouve. Surtout avec Argos, c'est ça? Argos, le chien. Avec le chien. Ce côté attente, ce côté... moi, il y a une scène qui m'a vraiment brisé. C'est lorsqu'il dit assez avec ses faux espoirs. Là, j'en ai marre, en fait, que les gens me disent qu'ils ont vu Ulysse, qu'ils ont entendu parler d'Ulysse. Genre, ramenez-moi mon maître. Lorsqu'il le dit justement à Ulysse qui est déguisé en tant que mendiant. Moi, ça m'a pas mal déchiré le cœur. J'ai des frissons rien que quand on parle. Tu vois, je trouve que c'est... Et je trouve ça génial justement que John Leguizamo ait cette ampleur émotionnelle, que ce film-là l'autorise à aller vers ça, parce qu'il jouait Toulouse dans Moulin Rouge. Il est quand même habitué à des rôles qui peuvent être un peu marrants ou des rôles plus de soutien, un peu comic relief, etc. Et là, en fait, c'est vraiment, c'est lui le cœur de l'émotion dans ce film. Carrément. Et Argos le chien,
Et c'est vrai que ouais, moi, j'ai adoré le voir dans ce rôle-là, où donc il joue un peu un conseiller, enfin confident, qui est aveugle, enfin qui est malvoyant, et qui attend désespérément le retour d'Ulysse, peut-être même encore plus que Télémaque, quoi, Ouais. puisqu'il l'a connu. Bon, il jette quand même des chiots par-dessus la falaise à un moment. Mais ça, tu sais que moi, ça, je l'ai vu pendant mon 2e visionnage. Ah, tu t'avais même pas En fait, remarqué la au début? première fois, je l'ai pas vu. Ah ouais? En fait, je crois que la première fois, je voyais qu'il balançait un truc, j'étais genre, ok. Et là, la deuxième fois, je vois qu'il balance un chien, j'étais genre, ah, mais attends, ah, d'accord, ils sont vraiment en train de choisir, en fait, les chiens, et genre là, Ouais, c'est c'est ça. Ulysse, du coup, qui. En fait, Ok. ils ont une comment on appelle ça, une litière entière, ou enfin Ouais. je sais pas, enfin un troupeau de chiens. Et il en balance un ou deux, tu vois, genre, ah, Ouais, d'accord. voilà, il fait le tri, Ouais. et Ulysse, c'est aussi un des moments, c'est très marrant parce que scénariste, toi-même tu sais, Save the Cat, Oui. c'est un peu la règle, Oui. voilà, et là c'est un peu Save the Dog, c'est-à-dire Oui. qu'un des premiers trucs qui nous fait aimer Ulysse, c'est qu'il sauve un chiot, quoi. Ouais. Tu dis, ok, c'est un personnage Qui noble. sauve un chiot, mais qui en laisse 2 mourir avant. Ouais, voilà, bah écoute, Mais au moins, est il a pas- sauvé le chiot ça qui nous a fait illustre, pleurer pendant tout le film. Ouais, voilà, et puis ça illustre très bien justement ce côté anti-manichéen Mais d'Ulysse. carrément. Ouais. Mais oui, non, bah moi, écoute, mon premier visionnage, j'étais assise à côté de Florian Kess, ami du podcast. Et au moment où il y a le chiot qui est balancé, Florian a fait « Bon !» Et en fait, après, on est parti dans un fou rire pendant 5 minutes. Donc, j'ai vraiment Mais dû me non. recalibrer sur l'Odyssée. Mais parce que vraiment, sa réaction m'a trop fait rire. Mais vraiment, on s'est regardé en mode « Ok, ça balance des chiens comme ça. » Dès le début, en plus. Ouais. Mais oui, non, vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. Ouais, je suis d'accord. Alors, je voulais qu'on parle de l'aspect technique du film. Donc, tu as commencé à en parler. C'est un film qui a été intégralement tourné en IMAX. C'est la première fois que Nolan fait ça. Nolan, qui est un grand défenseur du format IMAX et qui a forcé en fait beaucoup de salles à s'équiper au fil des années pour projeter ses films dans les bonnes conditions, ce qui a occasionné beaucoup de blagues sur voir les films comme Nolan l'aurait voulu, etc. Sur ton iPod. Exactement. Et donc là, ouais, c'est un exploit technique. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été si subjuguée Ouais. à mon premier visionnage, c'est de me dire, ok, c'est du grand spectacle, c'est très cut, tout ça, mais c'est du grand spectacle tourné sur pellicule, Ouais. avec beaucoup d'effets pratiques, quelques ajouts numériques évidemment, mais Nolan, c'est vraiment un défenseur de l'artisanat en fait cinématographique, de la pellicule, et donc de garder ce savoir-faire pour raconter des histoires sans avoir recours à 3 milliards de fonds verts et d'images de synthèse. Et je trouve ça mais d'autant plus fou en fait qu'il arrive à nous raconter cette histoire-là dans des décors naturels, Ouais. avec des effets Mais pratiques carrément. et tourné en pellicule, où donc tu as aussi des contraintes de temps et d'argent, en plus avec l'IMAX, comme tu le disais, qui sont énormes. Et Ouais. bon, il a un énorme budget aussi, mais Oui. t'en as pensé quoi, toi, techniquement, de ce film? Moi, j'ai beaucoup aimé techniquement. Enfin, au-delà de beaucoup aimé, j'ai trouvé ça, comme toi, assez impressionnant. Du coup, au Max Hazard. Donc moi, je l'ai pas vu en IMAX, malheureusement. Moi non plus. Mais dans la salle où je l'ai vu, je pense que l'écran était quand même plus haut et donc ça devait être dans un format qui était entre les deux. Et en termes de verticalité, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Enfin, je trouve que sa mise en scène épouse totalement l'écran. Et donc, en termes d'immersion, j'ai totalement été pris. Et je trouve que surtout, ça fait depuis Dunkerque, je crois qu'il a changé de directeur photo. Donc, Hoyte van Hoytema. Et je trouve que depuis qu'il a pris ce directeur photo, ça sublime totalement ses décors naturels. Les couleurs, je les trouve exceptionnelles. Enfin, j'ai jamais vu la Méditerranée comme ça, tu vois. Et en même temps, c'est beau, mais en même temps, il y a quand même des scènes qui restent apocalyptiques, comme chez Hades. Et je trouve que vraiment le grain, la netteté, la texture, tout te fait croire en ce monde, quoi. Et je trouve que c'est vraiment devenu depuis Dunkerque, que comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup aimé, c'est vraiment devenu un réalisateur qui pense son image d'abord pour l'œil, c'est très agréable à voir, mais aussi pour t'immerger dans un monde qui est palpable. Ce qui est d'autant plus intéressant pour un récit de fantasy, en fait. C'est là, moi, où j'attendais vraiment Nolan, c'est comment on sait que c'est quelqu'un qui aime les effets pratiques, qui rejette limite toute mythologie, toute magie dans son cinéma. C'est la première fois qu'il y a des éléments surnaturels dans un de ses films. Dans un de ses films, ouais, carrément. Et donc, moi, j'attendais vraiment ça. Et donc, dans sa construction de son monde, j'ai été vraiment très agréablement surpris. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et moi, je pense que c'est ça que j'ai aimé. C'est vraiment cette sobriété dont je parlais. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un récit mythologique. Et en fait, ça me semble très dépouillé dans les décors qui sont naturels. Et donc, c'est des plages un peu escarpées. C'est une lumière qui semble naturelle aussi. Même la plage de Calypso, en fait, c'est juste un banc de sable. Ouais. Chez Hades, pareil, c'est un banc de sable noir, mais en Islande, c'est très peu de choses, quoi. Et je trouve qu'ils arrivent à faire énormément avec des décors qui sont époustouflants, mais dans lesquels il n'y a pas grand-chose. Et que ça rend encore mieux l'aspect un peu sauvage de cette Odyssée, quoi, de la difficulté de rentrer chez soi. Et j'ai vu des gens qui critiquaient justement l'absence de Dieu
Et enfin, en fait, moi, je trouve ça bien qu'on n'ait pas les dieux de l'Olympe en train de gober du raisin. Enfin, tu vois, dans le film, oui. Et les dieux sont là. entourés de dorures. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, par les éléments naturels. Mais exactement. Ouais. En fait, ils sont dans la nature. Ouais. Et Athéna, qui est la divinité la plus représentée dans le film, elle est représentée par Zendaya, qui est aussi assez dépouillée dans son apparence. Et j'ai vu qu'ils disaient qu'en fait, ils voulaient les représenter comme les gens de l'époque se seraient représentés les dieux, quoi. Bien sûr. Ils les auraient imaginés comme d'autres êtres humains. Ouais. Qui est un thème Ou du des film, éléments. en plus. Ouais, voilà. Enfin, sur ce côté, en fait, chaque dieu peut se déguiser en homme. Donc ça fait totalement sens pour moi qu'il soit pas habillé comme si Zack Snyder faisait un film sur l'Olympe. Ouais, tu c'est vois, ça. Ou comme dans Astérix et Obélix, ouais. en fait. Enfin, je trouve ça cool. Enfin, moi, honnêtement, Astérix et Obélix, c'est ma ref. Tu vois, même le cheval de Troie et tout. Ouais. Enfin, moi, j'imagine C'est le vrai. cheval de Troie en bois, tu vois, sur des roulettes qui avancent comme ça. Et donc, moi, j'aime beaucoup le parti pris de Nolan de faire un récit réaliste, entre guillemets, sur un récit mythologique. Je suis totalement Et de d'accord. dire, en fait, on va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire des histoires d'hommes Ouais. qui se battent entre eux et qui ont des considérations d'hommes. Ouais. C'est-à-dire des considérations parfois très viles, des instincts de violence, des instincts de viol, des instincts de possession de l'autre. Et je trouve ça assez stylé, quoi. Ouais, comme je suis parti d'accord. pris. Le seul bémol, moi, que je poserais sur ça, c'est que j'ai pas été époustouflé par la direction artistique de certains costumes. Notamment, je sais que t'es beaucoup costumes, d'ailleurs. Ouais. Mais par exemple, je sais pas ce que t'as pensé des costumes des géants, enfin des armures des géants. Moi, j'ai bien aimé. Ok. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça justement trop dépouillé, quoi. Enfin, il y a un côté. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé les Ouais. costumes. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que pour le coup, il y avait un aspect très fantaisiste là-dedans. Ouais. Et il y avait un côté très théâtral, en fait. Parce que je sais pas comment ils s'appellent, ces géants-là. Je sais qu'ils ont un nom, mais Ouais, j'ai oublié aussi. un nom compliqué. Mais c'est un moment, on est dans une forêt et les arbres se mettent à bouger. À bouger, ouais. Et en fait, on dirait une pièce de théâtre un peu low budget, tu vois. Intéressant. Ouais. Avec les décors que tu fais glisser sur scène, tu vois, Ouais. avec un système de poulies, quoi. Ouais. Encore une fois, moi, là, l'aspect un peu pratique de ça, je le trouvais... Enfin, moi, je préfère ça. Ouais, je préfère comprends. un truc qui va même limite faire cheap. Mais là, je trouve pas que ça fasse cheap, mais ça fait artisanal. Ouais. Et ça fait, effectivement, on a pris des armures Ouais. et on les a peintes. Oui. Et donc, j'aime bien ça. Je trouve que c'est tactile, en fait. Moi, Oui. j'ai l'impression que Oui, non, mais les costumes de ces c'est géants-là, ils sont c'est tactiles. palpable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que je crois que vraiment dans le récit d'Homère, ce sont des géants. Oui. Enfin, vraiment de vrais géants nus, quoi, sans Oui, armure. c'est ça, c'est pas du tout des chevaliers Ouais. et c'est une interprétation que lui a décidé A fait d'adopter. ouais. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, j'ai vu pas mal de critiques sur les costumes. Moi, c'est plus sur. Disons que j'ai pas été époustouflée par les costumes de Pénélope ou. Ouais. Tu vois, en fait, les costumes dans le palais, où Ouais. on pourrait s'attendre à une certaine richesse visuelle, tout ça. J'y ai pas trop prêté attention. C'est pas un réalisateur qui se lâche beaucoup, je trouve. Et sur les costumes, c'est le seul petit point, enfin, quand on se parle de Grèce antique, justement, où je me suis dit, il aurait pu faire un effort sur justement un peu la réinvention d'un imaginaire, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces costumes autre part. Après, c'est pas là où j'attends Nolan sur la réinterprétation de l'Odyssée. Je l'attends sur plus des concepts narratifs et plus métaphysiques et sur des personnages, etc. Mais sur l'esthétique du film, je pense que c'est pas quelque chose qui va me rester, personnellement. Enfin, en tout cas, moi, je vais retenir les décors. Ouais, d'accord. Et ouais, pas ouais. les costumes, je suis Ouais. d'accord avec toi, mais les décors, moi, Ouais, je suis d'accord. je les ai tous en tête et j'ai Ouais. trouvé ça tellement époustouflant. J'ai noté qu'ils sont allés donc, au Maroc, en Italie, en Grèce, en Écosse, en Islande Ouais. et aux États-Unis. Et ils ont vraiment privilégié les effets pratiques avec très peu d'ajouts numériques derrière. Et même pour le tourbillon, donc Caraïbes, Ouais, ils ont utilisé des hors-bords qu'ils ont fait tourner en cercle dans la mer. tu mens. Je te jure. Ils ont fait un ajout numérique pour le cercle Ouais. au milieu, quoi, enfin le Ok. cœur du tourbillon, mais ils ont vraiment essayé de créer justement quelque chose de plus réaliste, donc de moins impressionnant que si Ouais. on avait fait ça totalement en CGI, on aurait fait un truc très monstrueux. Là, c'est vrai que c'est un tourbillon dans l'eau, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette Odyssée-là, c'est que c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, genre, je suis pas Ulysse, hein, mais c'est quelque chose qui pourrait nous arriver. Enfin, dans le sens où, tu vois, enfin, ce tourbillon, je sais pas, t'es en croisière, je sais pas où, bah, tu pourrais le voir, enfin, c'est palpable, c'est physique. Le décor de Hadès en Islande, il y a des gens qui y sont déjà allés. Je suis déjà allé en Écosse, j'ai l'impression d'être déjà allé chez Circe, tu vois. Il y a un vrai côté dans le parti pris de Nolan pour que ce récit, enfin, c'est un récit qui appartient à tout le monde, et donc de se dire que lorsque tu voyages, je sais pas, au Maroc, te dire, ah putain, ça me rappelle Troie, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a un peu ce côté-là qui est assez cool. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Et je pense aussi que avant que Homère compose ce poème de l'Odyssée, c'était une tradition orale, en fait, Ouais. de raconter tous ces mythes. Et donc, j'imagine que les gens se projetaient avec leurs propres expériences à eux Oui. sur, tu vois, ce voyage et tout. Donc, tu as totalement raison de le souligner. Enfin, je pense qu'effectivement, là, ça nous ramène à quelque chose de plus palpable pour nous. Parce qu'on peut se projeter dans ces décors-là et dans ce récit-là, quoi. Totalement.
Tu voulais qu'on parle de la musique de Ouais, carrément. Ludwig Göransson, qui a fait aussi celle d'Oppenheimer. Ouais, de Tenet. Et de Tenet, ouais. Donc ça fait sa troisième collaboration avec Christopher Nolan. Là. Et celle de Sinners. Et celle de Sinners. Voilà, mon bébé, ton mon obsession chouchou. absolue. Non, mais moi, à chaque fois que Ludwig Göransson sort une BO, je suis là, je suis aux abonnés présents. À part pour The Mandalorian and Grogu, désolé. Donc, comme je disais, je trouve le film un peu bavard, et en même temps, je le trouve trop imprégné de sa musique. Je trouve que c'est pas la musique de Ludwig Göransson le problème, c'est que moi, j'aime beaucoup Ludwig lorsque Nolan lui demande pas de faire du Zimmer. Et j'ai souvent eu l'impression qu'il lui demandait de faire du Zimmer avec ses basses, que ce soit dans la bataille de Troie, par exemple, avec ce côté un peu battement de cœur pour relever la tension. Mais à part ça, je trouve que son thème pour Ulysse est un de ses meilleurs thèmes. Enfin, je le jouais à la lyre. Moi, chaque fois qu'il était là, en fait, je pleurais, quoi. Ouais, Donc, je suis d'accord. il a un côté presque... donc là, je vais le rapprocher de Beyoncé. Avec donc la trilogie de Beyoncé, donc Renaissance, Cowboy Carter et l'acte 3 qu'on attend encore. Elle a vraiment un côté architecte de la musique, historienne de la musique, qui, moi, me plaît beaucoup dans cette nouvelle ère. Et je trouve que Ludwig Göransson, c'est exactement ça, mais du côté des compositeurs de films. C'est-à-dire que pour Black Panther, il est vraiment allé sur place en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, pour trouver des instruments qu'on ne trouvait que là-bas, qui étaient joués que là-bas. Pour Sinners, il s'est vraiment imprégné de l'histoire du blues. Et là, pour l'Odyssée, il s'est vraiment dit, je vais pas apprendre d'orchestre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'orchestre. Donc le mec, quand même, s'embête à se dire, je vais aller sur place pour aller trouver vraiment des instruments qui n'existaient qu'à l'époque. Donc il a utilisé la lyre, il a utilisé un autre instrument aussi de cette période-là, pour créer ces thèmes-là. Et je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien dans les moments intimes du film. Ouais, je suis d'accord. Et moi, pareil, là, j'ai trouvé que sur la musique, c'était étonnamment sobre. Ouais. Alors, c'est vrai que, surtout pour mon deuxième visionnage, la séquence de 3 à la fin, le son était affreux. Ouais. Je citerai pas le cinéma, mais franchement, c'était que de la basse, ça m'a pété les oreilles. Mais globalement, j'ai trouvé que les thèmes musicaux étaient... En fait, ils attiraient pas l'attention à eux, et c'était vraiment juste plus pour ponctuer le film. Oui. J'ai trouvé que la musique était très réussie, et j'ai bien aimé, en fait, il y a plus un son qu'on entend un peu à répétition. Et en fait, j'ai lu que c'était donc Ludwig Göransson et Nolan qui voulaient utiliser l'alerte de détresse des gens à Troie, donc qui sonnerait des cloches en fait pour sonner l'alerte. Utiliser ça aussi dans le thème musical du film qui va s'amplifier au fil du récit, quoi. Et je trouve que c'est très réussi parce que je trouve qu'il en fait pas des caisses. Non, clairement pas. Et j'ai bien aimé ça. Ouais, je suis d'accord. Je voulais qu'on passe en revue certains des moments les plus marquants du film, même si on en a déjà abordé quelques-uns. Évidemment, la plus grosse séquence, la set piece un peu incroyable que j'avais vue au CinemaCon, je me la pète encore une fois, c'est la séquence du cheval de Troie, qu'on connaît le plus tous de cette histoire. Et alors là, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la réinterprétation de Nolan du mythe de Troie ? Moi, au début, j'étais j'avais un peu peur parce que j'aime pas le design du cheval. Ah ouais ? Ouais. Oh, moi, j'adore. Moi, j'aime pas du tout le design du cheval parce que, justement, là, pour le coup, j'y crois pas. Parce qu'en fait, tout le truc du cheval de Troie, c'est que c'est fait à partir de radeaux de bateaux, etc. Et en fait, c'est vrai que là, ils sont balèzes en ils sont construction. balèzes quand même. Hein. Enfin, Ouais. je sais pas où ils ont fait leurs études d'artiste, mais c'est quand même assez fou. Il est beau, mais en fait, dans la réalité du film, j'ai un petit peu du mal à y croire. Donc ça, c'est une première chose. Après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la réinterprétation de Troie, c'est, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est la différence de point de vue. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours vu la guerre de Troie d'un point de vue héroïque et jamais d'un point de vue horrifique. Et c'est vraiment ce qui se passe lorsqu'il lui-même le raconte, parce que la première fois, donc, c'est Ménéléas, donc joué par John Berntal, qui raconte Troie, mais vraiment d'un point de vue sur Odyssée, qui est ce trickster, quoi, ce rusard qui a été tellement intelligent pour pouvoir prendre Troie, qui était au service d'Agamemnon. Et donc là, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose de plus classique. Et donc même au premier visionnage, j'étais un peu déçu. Enfin, je me disais genre, ok, d'accord, je comprends, il y a de la tension, je suis plutôt pris par les enjeux, mais j'attendais vraiment de voir ce qu'il allait me raconter de nouveau sur cette prise de Troie. Et Christopher Nolan m'a dit, attends clair. Attends un peu. Attends la fin. Parce que là, justement, je trouve que lorsque lui-même le re-raconte, qu'il a fait ce chemin justement pour se dire j'ai failli, j'ai brisé la loi qui régit le monde, de la confiance, de devoir accueillir les étrangers, de devoir en fait accueillir ses hôtes, l'hospitalité, donc la Xenia, donc la loi de Zeus. C'est là où, comme je disais, j'ai pleuré parce qu'il y a
pour moi, c'est la clé de lecture du film, en fait. Ouais, grave. C'est vraiment le... Bah, c'est la thèse, c'est Ouais, ce que c'est ça, tu c'est la disais, thèse, ouais. c'est vraiment... et c'est une interprétation, je pense, très personnelle de Ouais, Nolan qu'on ouais. peut rattacher à À Oppenheimer. aujourd'hui aussi. Et à aujourd'hui, Ouais. évidemment, mais qui est vraiment le péché originel d'Ulysse qui va mener à la fin de la civilisation Exactement, aussi telle ouais. qu'on la connaît, parce qu'il a trahi tous ses principes Ouais. et qu'il a entraîné des hommes, justement, au nom de la guerre, entraîné des hommes qui ont commis des massacres, qui ont pillé des villages pour pouvoir rentrer chez eux Ouais. après, trouver de la nourriture, etc. Et que donc, il a cautionné un déferlement énorme de violence, Ouais. y compris à Troie. Pourquoi ? Pour servir la guerre d'Agamemnon et lui ensuite pour pouvoir rentrer chez lui. Et Ouais. donc et c'est ça qu'on voit aussi sur les plages d'Hadès, c'est Oui. les centaines et les soldats, centaines de ouais. morts voilà, qui ont été occasionnées à cause d'Ulysse pour que lui puisse rentrer en héros. Et donc effectivement cette relecture du mythe du héros en disant bah non en fait Ouais. c'est un leader qui a causé énormément de massacres et de bains de sang. Je trouve ça très intéressant. Moi, c'est vraiment la force du film. Et puis même lorsque j'ai beaucoup plus prêté attention aux personnes que les soldats tuaient la deuxième fois. C'est-à-dire que la première fois, lorsque c'est raconté par Ménéléas, c'est beaucoup des soldats. Et la deuxième fois, il y a beaucoup de civils et beaucoup de femmes. Ouais. Il y Je suis a d'accord. énormément de femmes et ça m'a assez choqué, justement dans tout ce côté un peu représentation des femmes dans le cinéma de Nolan. Là, j'ai trouvé que il y avait un parti pris de dire que c'était pas que des civils, en fait, c'est un massacre aussi patriarcal, quoi. Oui. Ce sont, Et que oui, effectivement, c'est pas tant que ça une guerre Ouais. entre soldats, mais c'est vraiment un massacre Ouais. d'une population. Une chasse, quoi. il le dit. En fait, Ouais. c'était plus une guerre. En fait, en trahissant ce principe de la Xenia, c'est plus devenu une guerre qui est régie par des règles. Il y a un droit de la guerre. Pour eux, il y a un honneur de la guerre. C'est pour ça qu'à chaque fois, il tire son arc pour prévenir de son arrivée lorsqu'il chasse ou lorsqu'il va tuer des gens. Et là, en fait, avoir trahi tous ces principes-là, ce n'est plus devenu une guerre où tout le monde était égaux. Là, c'est devenu juste une chasse, une traque, quoi. Et ça, je trouve que tu le sens et t'es vraiment horrifié lorsqu'il le raconte. Ouais, grave. Et d'ailleurs, il y a ce plan très beau qui, moi aussi, a suscité pas mal d'émotions chez moi quand Ulysse retourne enfin à Ithaque. Ouais. C'est la nuit et il aperçoit une famille qui est en train de Oui, se réunir dehors, oui. de dîner. Ouais. Et tout de suite, t'es ému parce que tu te dis, bah, il voit en fait cette normalité à Ouais. laquelle il échappe depuis 20 ans. Mais tu te dis aussi, bah, c'est ce dont il a privé tous les gens à Troie, Ouais, carrément. qui vivaient dans une cité similaire, Ouais. qui avaient aussi leurs coutumes et leur famille et leurs petits dîners le soir, et qui ont été totalement interrompus par la guerre. Donc, je trouve que c'est un plan, ça va très vite, Ouais. mais je trouve que le propos de Nolan est tellement solide en fait Ouais, sur je ce suis qu'il veut d'accord. raconter. Je trouve ça très très impressionnant. Le seul truc moi qui m'interroge et je serais curieuse de savoir ce que t'en penses, c'est que il y a très peu en fait de violence graphique Oui, dans oui. ce film. Elle est même évitée, je trouve. Exactement, Ouais. elle est évitée et moi je pense que ça me dérange un peu. Je suis d'accord. À la fois en tant qu'amatrice d'horreur où j'aime bien voir qu'un film se dérobe pas face à la violence de ce qu'il veut raconter, et aussi parce que je me dis là le propos de Nolan est tellement clair aussi sur ce qu'il veut dire de notre monde contemporain, je trouve, et que là à l'heure actuelle, alors j'irai pas jusqu'à dire que l'Odyssée est un film pro-Palestine, mais mais en fait, moi je suis obligée de penser à ça Ouais, bien quand sûr. je vois le film, quand je vois comment il le termine et qu'il nous dit qu'en fait, on a une civilisation qui est en train de s'effondrer parce qu'on a fait les mauvais choix et qu'on a manqué de respect à tout le monde et à notre planète, etc. Et qu'en fait, à l'heure actuelle, tu ouvres Instagram, tu vois des enfants massacrés. Ben, je me suis demandé si Nolan se dérobait pas un Manquait petit peu pas un peu quand de même courage. sur la Ouais. violence de ce qu'il veut raconter, parce que tout son propos, c'est de dire qu'Ulysse a été traumatisé par cette violence-là. Ouais, carrément. Et on la voit pas, en fait. Ouais. Et c'est un film qui est très PG-13. Et donc, je sais pas si c'est... Mais en fait, ça fait exactement partie du greffe que j'ai lorsque je disais que c'était bavard. En fait, je trouve que c'est un film qui raconte beaucoup de choses qui sont pas montrées à l'écran. Et justement, ce côté sur la violence, sur l'horreur de la guerre de Troie, tu vois, même, je suis pas forcément pour la violence au cinéma, mais moi, je me souviens d'un plan où il y a un soldat qui... Je dis pas que je veux voir une femme se faire égorger, mais il y a un plan où il est sur le point d'égorger la femme, et en fait, la caméra tout de suite part. Alors qu'on a vu d'autres personnes se faire égorger, même si c'était un peu dans le fond, même si la caméra fait un peu n'importe quoi, je trouve, à Troie et dans les scènes d'action. Mais là, je me suis dit, tu manques un truc, parce que moi, en tant que spectateur, j'ai envie de le vivre. En fait, j'ai envie de vivre avec Ulysse ce qu'il a vécu, quoi. Et je trouve que passer que par les dialogues pour ça, et être autant... sachant qu'en plus, il est rated R, le film. Moi, justement, je me suis dit, pourquoi il est rated R? Juste à cause des fuck-off, à cause des... j'ai pas trop compris. Parce que c'est vrai que c'est un film qui est violent dans ce qu'il raconte, mais moi, je trouve qu'on voit vraiment pas grand-chose, quoi. Bah, moi, pour moi, il aurait pu être PG-13, hein. Et vraiment, ouais, je suis il d'accord. y a quelques... le cyclope, lorsque le cyclope bouffe le soldat,
j'ai un peu gasp. Enfin, tu vois, Ouais. j'étais vraiment genre, wow. Tu Et en vois plus, des petits tu morceaux vois de jambes des qui lui bouts, en tombent. plus, tu vois, qui lui tombent de la bouche. Ça, ok, mais tu vois, genre, ça, c'est encore dans la pénombre aussi, tu vois, mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a des aspects horrifiques du Ouais. film et je comprends qu'un jeune public ait peut-être du mal à voir ces scènes-là. Mais c'est vrai que oui, en fait, si je pouvais parler à Nolan, ce serait la première question que je lui poserais. Ouais. Parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un propos, pour le coup, aussi pensé sur la représentation de la violence que Ouais. sur tout ce qu'il veut raconter. En fait, je trouve que c'est très clair, mais c'est pas non plus un Haneke dans Funny Games qui arrive à à susciter énormément de choses sans jamais rien te montrer. Je trouve que là, la suggestion que tente Nolan ne fonctionne pas aussi bien. Parce que c'est entre les deux. Ouais. Parce qu'en fait, tu as des giclées de sang, mais au détour d'un plan, si tu passes au prochain, en fait, t'as des indices de violence, mais qui sont jamais choquants. Et je suis d'accord avec toi sur justement je trouve qu'aujourd'hui, on essaye de plus en plus de penser la violence, comment on la représente, sans forcément... Oui, quelle est notre responsabilité par rapport à ça de la montrer, etc. Et moi, j'ai une take. Je le poserais même, tu vois, à la représentation du sexe au cinéma, où je trouve que on est beaucoup plus à l'aise pour montrer de la violence au cinéma que des scènes d'intimité, de sexe, etc. Enfin, je trouve qu'il y a un côté très prude dans le cinéma actuellement. Le problème de Nolan, c'est qu'il fait pas les deux. Enfin, tu vois, pour moi, il y a un problème où... Et là, ouais, il est très coincé dans ce film. Il est très coincé, il est très prude. Quand il fait des scènes de sexe, c'est genre Oppenheimer est un peu mode genre, je suis pas sûr. Ouais. Mais du coup, je trouve qu'il se dérobe un peu dans ces deux côtés-là, ce qui participe pour moi au côté un peu froid de son cinéma. C'est que c'est très cérébral, c'est très pensé, mais il y a deux choses qui font vibrer tous les humains, c'est le sexe et c'est la mort, tu vois. Ouais. Donc, essaie de me faire vivre la mort, essaie de me faire vivre la violence, surtout pour un film qui a pour propos, justement, un côté anti-violence, anti-mort, trahison. Et je trouve que là, il l'a pas fait, c'est limite j'ai pas envie de dire de la lâcheté parce que c'est un peu fort, mais en fait, ce qui me dérange, c'est que je vois quand il le fait pas. En fait, je vois dans la réalisation lorsqu'il veut pas le faire. Et ça, c'est un peu un problème. Ouais, je suis complètement d'accord. Alors justement, tu parlais du Cyclope, c'est effectivement, je pense, une des séquences. Moi, c'est le moment où j'ai commencé à me dire, ok, ce film est balèze quand même. Ouais, je suis d'accord. Encore une fois, une interprétation très personnelle du Cyclope dans sa représentation, avec l'œil qui est de travers, tout ça. Des effets pratiques, donc une marionnette, des maquettes, tout ça. Et un acteur donc qui a incarné ce Cyclope. T'en as pensé quoi de cette séquence ? Bah, c'est la séquence qui m'a attrapé. Ouais, moi j'ai adoré. Moi, j'ai adoré, j'ai eu peur. En fait, c'est ça, enfin, tu vois, genre, c'est la première séquence, justement, dans le côté horrifique où je me dis, ok, là, il tient un truc et il a une take sur l'Odyssée. Surtout en se disant qu'il a pas fait de surnaturel avant, Ouais. tu te dis, mais c'est bon, t'es prêt à faire un film d'horreur, là. Et puis moi, je me souviens quand il a annoncé que c'était l'Odyssée, enfin, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait tout ce truc où, peut-être qu'il va faire un film sur les hélicoptères, enfin, tu sais, t'avais un petit peu ces rumeurs sur quel film il va faire, et là, on dit l'Odyssée, et là, le premier truc que je me suis dit, c'est quoi ? Comment il va faire le Cyclope ? Parce qu'en plus, la représentation du Cyclope en live action, ça a toujours été un problème. Ils ont toujours été un peu crade, enfin, un œil là en CGI, ou tu vois, enfin, ça fait tout le temps faux. Ouais. Là, je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien. Ah, mais là, c'est génial. C'est génial, c'est pour moi, palpable. Ça ressemble à un personnage de Guillermo del Toro. Un peu, exactement. Le monstre dans le labyrinthe de Pan. Moi, j'y ai tout de suite pensé. Et en plus, je crois que j'ai jamais ressenti ça devant une adaptation de l'Odyssée. C'est un monstre qui m'a fait de la peine. Grave. En fait, il m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Je m'en suis rendu compte au deuxième visionnage de pourquoi. Justement, avec tout ce thème de l'hospitalité. C'est qu'en fait, ce sont des gens juste qui vont dans la maison de quelqu'un. Genre, le gars, il goûte son fromage. En mode genre, ouais, c'est plutôt bon, vas-y, on prend tout ça. Et juste, vous allez chez la personne, vous lui crevez l'œil. Enfin, c'est quand même... je trouve que dans les premières interprétations de l'Odyssée, tu le vois comme un monstre. Là, moi, je le vois comme quelqu'un qui est bafoué dans son foyer, en fait. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect émotionnel de la scène. Et en plus, les jeux sur la lumière, la première fois où, du coup, t'as Polyphème qui ferme le rocher, t'es dans le silence. T'es totalement dans le silence. T'as les soldats qui ont peur, t'as le feu, ils disent rapprochez-vous du feu, et là la main, elle chope le soldat. Ouais, t'as vraiment les codes visuels et sonores du film d'horreur. Ouais. Et ouais, c'est hyper réussi. Et moi, j'avoue que pareil, ce personnage-là, j'imagine d'autres réalisateurs essayer de s'en emparer et ça aurait été tellement raté. Et là, je trouve que c'est assez spectaculaire. Et c'est pur Nolan en plus, tu vois, je trouve. Enfin, l'œil, tu l'as, quoi. Enfin, tout fait sens en fait dans son anatomie. Enfin, il a des bizarre ce que je veux dire. Il a des tétons, tu vois. Enfin, je sais pas. Non mais il y a un truc très humain, quoi. Je trouve dans ce personnage-là. Oui, il a même. Moi, j'avais noté qu'il avait même il a l'air d'avoir une texture de testicule un peu. Enfin, il a l'air un peu, tu vois, genre un peu mi-doux, mi-râpeux. Ouais. Non, mais je suis d'accord. J'ai pas envie de le toucher. Ouais, voilà.
Mais tu sais, un peu froid et tout, Ouais. là. Mais clairement, je trouve qu'il est hyper bien représenté. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on peut même ressentir quelque chose pour lui, puisque quand Ulysse arrive enfin à s'échapper, il ne peut pas résister à l'envie de lui retirer une flèche dessus, ce qui va déclencher sa colère encore plus. Et là aussi, Et la colère de Poséidon. Ouais, voilà. Et donc là, j'aime bien aussi cette manière de montrer Ulysse comme quelqu'un de très faillible, puisque tout le film est aussi sur la tentation de la violence et de la vengeance, alors que tu devrais te réprimer un peu parfois. Et là, clairement, c'est pas du tout un leader et c'est pas du tout un héros noble. Non, là, c'est clairement son ego. C'est une action de gamin. Ouais, exactement. C'est une action de gamin et qui a en plus occasionné des conséquences assez regrettables pour tous les hommes, quoi. Le seul truc, moi, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Shadow of the Colossus. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Nope. C'est un jeu vidéo Okay. où justement je suis tu pas dois. assez geek, Franchement, je te le conseille si jamais tu dois commencer Ok. par un jeu vidéo Shadow of the Colossus, c'est génial. Mais en fait, le but, c'est que t'es un jeune guerrier qui doit tuer 12 colosses. Et donc, en fait, tu dois escalader ces colosses-là et arriver à des endroits un petit peu d'intérêt où tu dois juste te transpercer, que ce soit des ailes, que ce soit leurs yeux, etc. Et au début, t'es vraiment dans ce côté, oui, ce sont mes ennemis, je dois les battre. Et au bout du deuxième, troisième, il commence à gueuler, il commence à crier, mais de souffrance. Et tu te dis, c'est parce que le jeu veut me faire ressentir que c'est pas normal ce que je suis en train de faire, tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à Shadow of the Colossus sur le côté, moi, ces cris, ils m'ont vraiment brisé le cœur à Polyphème. Ouais. Tu vois, il y a vraiment un côté de, t'es pas censé faire ça. Et j'ai vraiment bien, enfin, c'est un parallèle que j'ai fait, voilà, entre. Ah non, ouais. mais j'adore. Ouais. Et effectivement, oui, il appelle son papa quand même quand il se fait crever l'œil. ouais. Donc, bravo à Nolan de nous avoir fait ressentir autant de choses Ouais, je suis avec le d'accord. Cyclope. Et dernière chose sur cette scène, Ouais. j'ai un petit grief quand même, c'est que je trouve que le côté un peu rusé de Ulysse est un peu passé sous la trappe justement du montage. Tout le côté où justement il prend les cordes avec la paille pour se faire passer pour les moutons. En fait, je trouve que c'est une séquence géniale, mais où il se passe beaucoup de choses et où c'est très rapide en fait. Et donc tout le côté un peu plan, un peu comment on va s'échapper de la grotte, moi je l'ai pas ressenti, je trouvais que qu'on passait vraiment du coq à l'âne très très rapidement. Ouais. Et donc j'ai eu moins cet effet de satisfaction lorsqu'ils sortent. Le film fait un peu souvent ça de juste faire les passages oubliés de l'Odyssée sans vraiment nous montrer qui était Ulysse, je trouve, dans ces épreuves-là. Bah, en fait, je pense que c'est encore une fois une interprétation de Nolan sur qui est Ulysse. Puisque moi, c'est vrai que j'ai toujours imaginé Ulysse comme quelqu'un de rusé et limite un peu frimeur par rapport à sa ruse. Et d'ailleurs, même le personnage de Eumée, de John Leguizamo, au début, lui dit t'es ta ruse ou ton intelligence va t'attirer du tort, quoi. Et en fait, j'ai lu une interview de Nolan qui disait que pour lui, Matt Damon était parfait pour le rôle parce qu'il voulait combiner dans la représentation d'Ulysse le côté Monsieur Tout-le-Monde que Matt Damon a et le côté héros d'action Jason Bourne que Matt Damon a. Ouais. Et c'est vrai que le Ulysse de Matt Damon, c'est totalement ça. C'est un mec où tout de suite, tu as de la sympathie pour lui parce que tu te dis ça a l'air d'être un homme assez commun, noble, sympathique, mais qui a aussi des capacités un peu surhumaines dans son intelligence, tout ça. Mais il n'y a pas le côté arrogant. Ouais. C'est vraiment plus, justement, il a l'air d'être assez humble dans sa carrément. manière de se comporter. Et c'est vrai que ça, j'aurais pas imaginé Ulysse comme ça, mais je trouve que ça fonctionne bien parce que c'est Matt Damon, en fait. Et parce que tu as quand même quelques petites touches, justement, lorsque il va viser l'œil de Polyphème alors qu'il n'a pas besoin. Tu as des petites touches, quand même, mais c'est vrai que là, on a beaucoup plus le héros noble, mais c'est pour mieux le casser à la fin. Exactement, ouais. Donc je trouve que ça, c'est plutôt réussi, mais ouais, je te rejoins. Moi, je pense que la séquence qui m'a le plus impressionnée après le Cyclope, et aussi parce que c'est les deux séquences vraiment surnaturelles avec des effets pratiques hyper impressionnants, c'est le passage chez Circé, qui est joué par Samantha Morton, qui, à mon avis, sera la grande winneuse de ce film et de la course aux awards, je pense, des prochains mois. Elle vole le film. Elle vole le film. Cette scène vole le film. Ouais. Cette scène est le film. Tu veux raconter un peu ce qui se passe ? Non, mais du coup, c'est la fameuse séquence où ils arrivent sur une île, qu'il y a les premiers signes un peu de mutinerie, parce que tu as les hommes qui demandent à Ulysse de rester en arrière et qu'eux, ils vont aller prendre des vivres. Et donc, ils arrivent dans une maison avec une femme. Donc, ils arrivent dans la maison et une femme rentre et commence à courir parce qu'elle voit des soldats. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette scène parce que tu comprends en fait tout ce qu'elle a vécu juste à la réaction de voir le personnage de Himesh Patel. Bah ça, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais plus tôt, moi, cette scène-là, je l'ai vue que la deuxième fois. La première fois, j'ai pas capté qu'elle avait peur au début. Enfin, je m'en souvenais plus, tu vois. Je me souvenais juste du fait qu'elle avait tout de suite rusé. Et en fait, en revoyant le film une deuxième fois, ça m'a limite surprise de la voir dans cette position un peu apeurée au début. J'avais totalement oublié, quoi. Je pense que je l'ai plus vu aussi au second visionnage, mais en fait, moi, je me suis tout de suite dit, elle a dû subir des violences de la part de soldats. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. Et donc, elle les invite à manger et s'ensuit une scène
assez incroyable de transformation d'homme à cochon. Et Ulysse ensuite va les rejoindre pour essayer de sauver la mise. Oui, puisque donc c'est une sorcière, Ouais. Circé. J'ai jamais fini le bouquin de Madeleine Moi Miller, non mais plus. du coup, je vais m'y remettre cet été. Je pense que ça m'a donné envie. Qui donc effectivement possède des pouvoirs magiques. Et là, oui, pour le coup, c'est un peu le moment Yes All Men, Nolan féministe ouf, ouais. du film, puisque même si tu le dis, en fait, la violence envers les femmes et la violence patriarcale, en fait, c'est un peu un fil conducteur du film. Ouais. Mais c'est là que le propos est le plus clair, puisque elle le dit déjà quand elle les rechange de cochon à homme, elle dit Reprenez votre déguisement. exactement. Ouais. Et ça, banger de réplique. Banger. Vraiment Ouais, je suis d'accord. incroyable. Et en fait, là, le propos ne peut pas être plus clair. Enfin, vraiment, elle les transforme en porcs en disant, mais c'est ce que vous êtes vraiment, vous êtes des porcs. Et c'est la première à dire, à confronter Ulysse et à lui dire, mais regarde, en fait, t'emmènes des soldats chez moi pour bouffer et tu croyais que j'allais juste leur donner la potée, alors que, c'est des soldats, on sait très bien qui ils sont. C'est des pilleurs, c'est des meurtriers. Et ouais, moi, je trouve que cette séquence est incroyable. En fait, la métamorphose de ces C'est hommes fou. en porcs est incroyable. Et là, pour le coup, je vais un peu me contredire. Parce qu'il y a un côté un peu montage elliptique pendant cette séquence, mais c'est ça que j'ai adoré dans cette séquence, c'est que tu vois pas totalement, tu la vois mettre la main dans le gosier, tu la vois étirer les visages, tu la vois sortir une oreille, enfin, il y a un côté très body horror, je trouve, dans cette séquence que j'ai adoré. Et quand je parlais de scènes un peu thèse du cinéma de Nolan, moi je parlais de cette scène-là, parce que je trouve que c'est une idée de génie de faire de la transformation en fait d'homme en humain. C'est de la poterie en fait le truc. Enfin, en fait, c'est vraiment une artisane qui va modeler la matière pour en faire ce qu'elle veut, quoi. Et j'ai jamais vu la transformation gérée de cette manière-là. Ouais. Donc je trouve qu'il y a un côté vraiment très tactile. Moi, ça m'a fait mal. Moi, vraiment, Oui, c'est moi une scène aussi, qui m'a moi, fait vraiment, vraiment très très mal, quoi. Lorsqu'elle met la main dans la gorge, lorsqu'elle écarte la bouche. Enfin, je trouve que c'est une scène vraiment vraiment géniale. Ouais, le travail sur le son, là, c'est vrai qu'on réduit souvent Nolan à un travail sur le son un peu bourrin, tout ça, mais là, c'est... Bah, t'entends les craquements, t'entends... Ouais, voilà. Ouais. C'est une vraie scène horrifique. Ouais, je suis et d'accord. c'est hyper réussi. Et ouais, moi, du coup, je me suis dit, let's go, Nolan, réalisateur d'horreur. Ouais, quoi. Tu peux y aller. Enfin, en tout cas, tu as ce qu'il faut pour y aller. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que pareil, j'ai pas lu l'Odyssée, mais je me suis toujours représentée Circé comme une femme sublime, qui est un peu une séductrice, tu vois. C'est-à-dire qu'elle attire les hommes et après, elle les transforme. Et j'aime beaucoup le fait que Nolan n'obéisse pas à ce cliché-là et juste la transforme en femme banale, qui est traumatisée par la violence de la guerre et qui se venge à juste titre, en fait, de la violence des hommes, quoi. Ouais, une femme de presque 50 ans, enfin, il y a vraiment un truc... Je trouve que c'est un parti pris qui est assez fort, parce que, effectivement, tu disais l'Odyssée de Zack Snyder tout à l'heure. Ah oui, non, mais je pense... Désolée à lui, là... mais ouais, en fait, tu peux tellement imaginer une autre version de ce film où elle est jouée par une meuf de 25 ans, tu vois, sublime, qui, justement, va attirer les hommes dans son filet. Bon, ça, c'est Calypso qui attire les hommes dans son filet, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y a une réflexion sur les personnages féminins. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que Nolan a lu tous les blogs qui lui reprochaient de toujours sacrifier ses personnages féminins et de leur offrir une représentation affreuse? Je ne sais pas. Je sais que cette critique qui revient souvent par rapport à sa cinématographie est encore présente là sur l'Odyssée. Directement dès que le film est sorti, j'ai vu des gens qui lui disaient qu'il laissait pas assez de place aux personnages féminins, que dans l'Odyssée, il y en a beaucoup, qu'elles sont plus complexes et que là, c'est pas trop le cas. Encore une fois, j'ai pas lu l'Odyssée. Je pense que si Madeleine Miller a été inspirée pour faire un propre roman sur Circé, ça veut bien dire qu'il y avait d'autres choses à raconter que ce qui était dans le matériel de base. Qu'est-ce que tu penses de ce reproche sur les personnages féminins de l'Odyssée? En fait, je pense qu'il y a une limite fine entre la place que donne Nolan à ses personnages dans l'histoire et le temps d'écran. En fait, je trouve que elles n'ont pas beaucoup de place à l'écran. Enfin, elles ont pas beaucoup de temps d'écran, mais elles sont assez pivots dans l'histoire que veut raconter l'Odyssée donc de Nolan, pour le coup. Et donc, je trouve que c'est le film où elles ont la plus grande importance, personnellement. Je suis d'accord. Je trouve. Après, je nuancerai quand même, parce qu'il y a quand même des personnages, moi, qui m'ont assez dérangé, notamment le personnage de Calypso, où je trouve que là, pour le coup, on est vraiment dans le cliché de la séductrice. Et puis, je trouve que Charlize Theron, je la comprends en Calypso, mais... Là, il y avait un côté où j'avais un peu l'impression de voir la pub Dior. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a un problème de casting, en fait, parce qu'on voit trop... Enfin, mettre Charlize Theron en nymphe, c'est à la fois évident et trop évident. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que oui, du coup, tu te dis, c'est Dior, j'adore. Ouais, je trouve aussi. Mais alors c'est Homer Jader, pour ressortir ma vieille blague que j'ai fait sur WhatsApp. Homer Jader, j'adore. Est-ce que ça peut être le titre du podcast? C'est clair. Mais au début, moi, je me disais, justement, genre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans ce type de rôle, donc pourquoi pas. Mais en fait, elle sort pas de cette représentation
représentation-là, et le film la sort pas de cette représentation-là. Et c'est là, je fais un point avec la structure narrative du film, mais c'est un peu un greffe que j'ai avec le film lorsque je disais que pour moi, le film parle pas très très bien de temporalité, parce que je trouve que tu ressens pas les 7 ans qu'a passé Odyssée dans Ulysse, sur l'île. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on le retrouve, ça fait déjà 7 ans qu'il est avec elle. Mais je trouve que c'est un problème. Ouais. Moi, je trouve que c'est un problème parce que, justement, t'as juste l'image d'une Calypso qui l'a enfermée pendant 7 ans et tu comprends pas pourquoi. Alors que si tu t'installes un petit peu plus cette relation entre les deux, je pense que t'es un petit peu moins dans ce cliché de juste la séductrice qui l'a empêché d'y aller. Alors qu'il y a une vraie histoire qui s'est passée entre Calypso et Ulysse. Enfin, notamment, il l'a trompé. Enfin, il a trompé Pénélope pendant 7 ans sur cette plage. Et donc, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de matière pour le personnage de Calypso dans leur storyline. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est une des parties du film qui me semble être la plus évacuée et qui est utilisée que comme un ressort narratif. Voilà, pour puisque raconter, c'est en fait les flashbacks nous viennent des moments où Ulysse est en train de raconter tout ça à Calypso. Et je suis d'accord. Moi, en le revoyant la deuxième fois, je me suis dit que ces scènes-là, je levais un peu les yeux au ciel à chaque fois qu'elle démarrait. Je me disais, oh non, on n'est pas de retour sur la plage avec Charlize Theron. Avec Charlize Theron. Ouais, je comprends. Donc, petit défaut. Après, moi, je rejoins ton analyse sur les femmes. Je trouve que déjà, je suis d'accord avec les critiques qu'on fait par rapport à Christopher Nolan. Je pense qu'il est mal à l'aise sur l'écriture de personnages féminins. En fait, il sait pas le faire et il est un peu en galère avec ça. Je pense que, par exemple, quand on reproche au film de Scorsese de pas avoir de personnages féminins, c'est un peu absurde parce que tous les cinéastes ne sont pas obligés d'avoir la parité dans leurs films. On veut plus de personnages féminins de manière générale, mais on n'est pas obligé de les mettre dans les films de Scorsese, ou dans les films de Nolan. Il faut faire monter des réalisatrices, il faut faire montrer des scénaristes femmes. Voilà. Et là, moi, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression que ce récit manquait de femmes. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai trouvé que non seulement Samantha Morton, qui est incroyable en Circé, mais le personnage de Pénélope, je trouve bien aussi. J'aime beaucoup la présence de Zendaya en Athéna, même si elle n'est pas beaucoup là par rapport à la promotion qu'elle fait. On dirait que c'est l'héroïne du film, mais elle est assez peu présente. Et moi, j'aime beaucoup ce que Lupita Nyong'o arrive à faire avec 5 secondes d'écran. Elle est vraiment peu présente. Elle joue donc à la fois Hélène de Troie et Clytemnestre, qui est là, donc sa sœur jumelle. Et moi, je trouve qu'elle arrive à faire beaucoup avec quasiment rien. Vraiment, juste à nous raconter que Hélène, justement, ne veut pas être utilisée comme un argument pour faire la guerre, qu'elle a énormément d'empathie et d'intelligence quand elle rencontre Télémaque. Une solidarité féminine aussi, de tout de suite dire dis à ta mère que je l'embrasse, passe le bisou à ta mère. Mais je trouve que Lupita Nyong'o, qui en plus s'en prend plein la tronche pour ce rôle dans ce film, parce qu'il y en a certains qui trouvent ça absurde qu'on ait casté une femme noire pour jouer Hélène de Troie, alors que c'est clairement, Lupita Nyong'o aussi, comme Anna Thaoué, est une des plus belles femmes du monde, donc totalement, moi je la crois totalement en Hélène de Troie. Et je trouve qu'avec très peu, elle arrive à donner de l'empathie et de la profondeur à son personnage. Moi, je suis d'accord, je pense que j'attendais un petit peu plus de sa présence. Moi aussi. Mais je pense que c'est pas un greffe que je peux faire au film. Je pense que c'est plus un greffe que je peux faire à la promo et aux réactions justement à son casting. Parce que je me suis dit que vu l'ampleur en fait de la polémique, je pensais qu'elle aurait un rôle plus important. J'aime beaucoup la manière dont elle joue les deux personnages en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence et la place qu'en fait justement qu'elles ont dans ce que se représente Ulysse du retour. En fait, quand on lui raconte justement que Agamemnon s'est fait assassiner par Clytemnestre et qu'en fait ça fait totalement écho à la peur qu'il a en fait de revenir dans son foyer et de peut-être se faire assassiner par Pénélope. J'ai beaucoup aimé en fait j'ai beaucoup plus aimé la symbolique de ces personnages que les personnages en eux-mêmes. Mais parce que, en même temps, il y a un trop gros casting, il y a trop de monde, je peux pas donner de la place à tout le monde. Mais j'ai plutôt bien aimé l'interprétation de Lupita sur les deux rôles. Je regrette juste le fait que ça a pris autant d'ampleur en dehors du film. Oui, la polémique qu'il y a eu autour, mais bon, qui est totalement, à la fois révélatrice de notre époque et complètement débile, en fait. Oui, carrément. Bon, déjà, il y a un cyclope dans ce film, donc il faut peut-être se calmer sur les questions de réalisme ou pas. Et en plus, justement, en fait, quand on a des récits d'antiquité qui sont 100% blancs, c'est ceux-là qui ne sont pas réalistes. Mais bien sûr. Surtout, on est dans la Méditerranée, t'avais des Éthiopiens, t'avais des Égyptiens, en fait, c'était hyper mixte. Et surtout, j'aime bien parce que l'une des grosses critiques qui est faite au progressisme dans les programmes culturels, c'est de relire des périodes ancestrales à l'aune en fait d'un progressisme actuel. Donc de dire qu'il faut parler de racisme aujourd'hui comme on parle de racisme à l'époque. Mais en fait, à l'époque, le racisme tel qu'on connaît,
il n'est pas là. Mm. En fait, la couleur de peau n'est pas je vais pas dire que c'est pas un sujet, mais n'est pas le même sujet qu'aujourd'hui. Il n'y a pas les mêmes divisions raciales. Le racisme qu'on connaît aujourd'hui, il a été inventé dans les années 1800, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, c'est assez marrant de se dire que les gens nous reprochent, en fait, de vouloir mettre des Arabes partout, des Noirs partout, alors qu'en fait, à l'époque, ils s'en foutaient. Mm. En fait, à l'époque, c'était des personnes avec qui juste on faisait du commerce, quoi. Et donc, je trouve que c'est aussi une bonne chose d'avoir un peu remis l'église au milieu du village, de s'en être un peu foutu de mettre Lupita Nyong'o dans ce type de rôle et surtout dans le rôle de la plus belle femme du monde, parce qu'en plus, comme tu le dis, c'est le cas. Oui. Je me suis dit, est-ce que c'était aussi subversif, tu vois, si jamais, par exemple, Pénélope avait été noire. Bon, je pense que là, tout le monde... Non, là, ça aurait été l'enfer. Mais tu vois, je me dis, Hélène, elle est quand même à la périphérie. Je me dis, genre, est-ce que le mouvement subversif, ça aurait pas été de mettre une Pénélope noire, Oui, par exemple, peut-être, tu ouais. vois, Ouais. et d'avoir un Télémaque métis, par exemple, tu vois. Enfin, je pense que là, il y aurait eu un statement un petit peu plus assumé de dire que ce sont des rôles qui peuvent être joués par tout le monde, en fait. Ben, dans la version de Zack Snyder, écoute. Allez, non, pitié. Voilà. Je pense qu'il faut que tu fasses. L'Odyssée. Ouais. Allez, c'est bon. L'Odyssée de Karl. Je prends mon petit script là, c'est parti. On arrive à la fin du récit avec, pour moi, tout qui se débloque, en fait. Ouais. Narrativement et thématiquement, puisqu'on l'a dit, on comprend, en fait, vraiment, dans le dernier tiers, de quoi ce film veut nous parler, qui est le regret et la culpabilité d'Ulysse par rapport à la violence de la guerre. Et on a aussi toute une séquence de vengeance qui est hyper jouissive, Ouais. puisque là, pareil, on a, depuis le début, la menace de tous ces prétendants qui sont là, et on se demande si Ulysse va réussir à rentrer ou pas, et comment ça va se passer quand il va rentrer. Et donc, il arrive, et moi, le truc qui fonctionne à chaque fois, c'est qu'il voit son petit chien Argos, qui l'attend sur un tas de fumier depuis longtemps, et qui est un très très vieux chien, et on nous dit en fait qu'il a survécu uniquement pour revoir Ulysse, mais qu'il ne devrait pas encore être vivant, ce chien. Et Ulysse donc revient déguisé, puisqu'on lui a conseillé justement d'abord observer à son retour comment ça se passe avant de tout de suite dire « Hello, c'est moi Ulysse, je vous ai manqué ». Et donc il voit son chien, Argos, son chien à la queue qui frétille, et juste après, il s'éteint. Et Télémaque, le fils d'Ulysse, est témoin de ça et donc comprend que cet homme qui l'aide depuis quelques jours est en fait son père, qu'il attend de voir depuis 20 ans. Moi, cette scène me bouleverse. Ouais, je comprends. Enfin bon, je veux pas exagérer non plus, mais en tout cas, dans un film qui a assez peu d'émotions, c'est le moment où je pleure, moi. C'est vraiment le petit chien et aussi, du coup, les retrouvailles, la rencontre entre Ulysse et son fils. Je sais que toi, t'aimes pas le fait que ce soit trop explicatif, mais j'avoue que moi, qu'ils lui disent... je suis pas Ulysse, je suis quelqu'un d'autre, mais qui sait à quel point Ulysse serait fier de rencontrer son fils, tout ça. Je trouve que c'est très beau. Ouais. Voilà. Moi, c'est pas cet échange qui m'a dérangé. Hein. C'est vraiment lorsque Tom Télémaque, Tom mon pote, c'est lorsque Télémaque dit tu es Ulysse. Oui. Tu vois, en fait, moi, c'est vraiment ça. C'est que moi, j'aime beaucoup. En scénario, tu sais, t'as cette règle. En tout cas, ce principe du show don't tell. Ouais. Et moi, j'aime bien lorsque tout est dit dans un regard, tout est dit dans un mouvement. Et je pense que j'aurais explosé s'il n'y avait pas eu une ligne. C'est vrai que c'est redondant en plus, puisqu'il comprend que c'est son père. Et ouais, je suis d'accord. Moi, vraiment, le moment où le chien s'éteint. Et en plus, vu que c'est un film très très dense, moi, il y avait un peu des choses que j'avais oubliées. Donc, c'est pour ça qu'un deuxième visionnage était très très, très utile. Mais ce côté où, en fait, tu vois, l'attente, elle est non seulement incarnée par Eumée, mais elle est aussi beaucoup incarnée par Argos. Et cette règle, en fait, je ne meurs pas tant que je ne revois pas mon maître. Et qu'en fait, il s'arrête. Là, moi, je pense que c'est là où, effectivement, émotionnellement, j'étais parti. Quoi. C'est vraiment super beau. Et après, Ulysse débarque dans le palais et il se venge pas tout de suite. Pareil, il prend son temps, il observe et il décide le lendemain soir de mettre en place un stratagème auquel va participer sans le savoir Pénélope, puisque il décide d'affronter les prétendants. Enfin, il parle à Pénélope. Pénélope décide qu'elle en a marre d'attendre et elle dit demain soir, je lance un défi. Si l'un d'entre vous arrive à tendre la corde de l'arc, comment on appelle ça ? Enfin, à remettre la corde sur l'arc. Bander l'arc ? Ouais, un truc comme ça. Something like that. Ouais. Que personne n'arrivait à le faire à part Ulysse, j'épouserai cette personne-là. Et Ulysse sait que il sera le seul à réussir à le faire. Et en plus, lors de ce défi, toutes les armes vont être enlevées du palais. Donc, il aura l'occasion de se venger, puisque lui seul peut utiliser l'arc une fois qu'il l'aura bandé. Excuse-moi, je te coupe. Oui. Pour toi, elle le savait ou pas ? En fait, je me suis posé la question et c'est pas clair dans ma tête.
Alors moi, première Après fois, elle deux ne savait pas. visionnages, ouais. Deuxième fois, pour moi, elle savait. Ou en tout cas, il y a un truc de subconscient Mm. de se dire que peut-être il est dans la pièce ou peut-être, en fait, il va arriver. Oui. Et en fait, donner une dernière chance à ce que Ulysse puisse se montrer. Mm. Enfin, je me suis dit que le plan est trop élaboré pour enlever les armes, laisser la seule arme que Ulysse peut utiliser dans la pièce pleine de prétendants. Je me suis vraiment demandé, je pense qu'elle sait un peu. Bah, le truc, c'est qu'elle lui avait donné cette broche d'Athéna en lui Ouais. disant « ce sera le truc qui me permettra de faire confiance aux nouvelles qu'on me portera par la suite ». Donc, il lui parle de la broche le Ouais. premier soir et elle se dit « ah ok, donc ce mec a vraiment croisé Et on croise Ulysse ». ouais. Et le lendemain, quand il lui montre la broche, elle dit « ah mais donc c'est vraiment toi Ulysse ». Donc, c'est pas Ouais, totalement c'est pas clair. très clair. Mm. Ouais. Mais j'avoue que je me suis posé la question aussi parce que c'est vrai que ça semble très élaboré pour un truc dont elle ne serait pas totalement consciente. Ouais. Mais donc, le lendemain soir, toutes les armes sont enlevées, les prétendants sont barricadés à l'intérieur du palais, ils essayent tous de bander l'arc, ils n'y arrivent pas, jusqu'à ce que Ulysse le fasse. Et honnêtement, c'est quand même un gros fuck yeah moment. Ouais. Personnellement, moi, je trouve que ça marche très bien. Ouais, je trouve que ça marche très bien aussi. Mm. Je trouve que ça marche vraiment super bien. Dans toutes ces séquences-là de la fin, t'as vraiment plein de fusils de Tchekhov qui sont désamorcés. Grave. Que ce soit la cicatrice de Ulysse aussi qui est revue par Euclimée. La servance, moi j'ai chialé à ce moment-là aussi. Et lorsqu'il bande l'arc pour en faire un son et que t'as Anna Tawai qui s'arrête. Genre, il y a un truc, tu vois, enfin, c'est pour ça qu'on attendait, tu vois. Ouais. Et après, t'as le moment Batman, en fait. Enfin, vraiment, t'as le moment Batman où il commence à défoncer tout le monde. Tu sais pas comment et pourquoi il défonce tout le monde parce que, bon, le mec se prend quand même 3-4 lances Oui. dans le bide. C'est vraiment le moment super-héros d'Ulysse. Mais oui, c'était quand même très, très satisfaisant de voir la vengeance enfin faite par ce personnage-là. Ouais. L'un des trucs, moi, qui m'a un peu dérangé, mais je fais la même... Je sais pas si c'est la caméra IMAX qui fait ça, parce que j'ai la même critique pour Ryan Coogler, pour Sinners. J'ai un peu critiqué Sinners, là. Mais, ouais, c'est grave. Mais je trouve que Nolan ne sait toujours pas filmer l'action. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Non, parce que moi, je trouve que c'est une séquence d'action. Enfin, en tout cas, je la trouve très réussie parce que même en la voyant pour la deuxième fois, je suis toujours autant happée. Ouais. Et j'ai toujours aussi peur pour les personnages, en sachant très bien qu'ils vont s'en sortir. Mm. Après, c'est peut-être plus le montage, effectivement, que la mise en scène, mais il y a quelque chose qui fait que cette séquence fonctionne sur moi. Et que, voilà, le montage, la musique, les interprétations à ce moment-là, Ouais. tout fonctionne pour que je sois très, très émue et vraiment sur le siège en train d'avoir peur, quoi. Ok. Mm. Moi, j'étais perdu. Ouais. Je pense que là, il y avait un côté un peu shaky cam qui me dérangeait. Enfin, j'avais l'impression d'avoir des PTSD de The Dark Knight Rises, tu vois, où je trouvais que là, les séquences d'action, c'était pas possible. Et là, en plus, vu que t'as la grosse caméra, je pense qu'il y a beaucoup les contraintes techniques qui jouent, hein, mais où il est pas forcément totalement maître en fait des mouvements qu'il fait. J'étais un peu perdu dans les actions, dans la géographie de l'espace aussi, et un montage qui est trop cuté. Et donc moi, il y a un moment où ça m'a un peu perdu. Enfin, perdu dans le sens où j'ai lâché un peu émotionnellement dans cette séquence parce que je l'ai trouvée un petit peu longue et aussi un peu répétitif. J'ai adoré le mécanisme où t'as donc le gars qui va en haut pour récupérer les armes. Il est enfermé par Eumée. En plus, à chaque fois, je me demandais quand est-ce que ça va revenir tu fais trop de bruit parce que t'es un vacher. Oui. Là, du coup, ça revient, ça se conclut. Et qu'en fait, il est en train de défoncer le sol pour faire passer les armes en bas. J'ai beaucoup aimé. Mais ensuite, t'as juste, encore avec ce truc de trop de bavardise, t'as encore Robert Pattinson qui dit des lances, des épées, des boucliers, tu vois. Et donc, j'ai trouvé le tout un peu répétitif et un peu long. Maintenant que je vais le revoir, je vais penser qu'à ça, en fait. Je suis désolé, je veux pas te gâcher les jours du film. Non, mais t'as raison. En vrai, t'as raison de le souligner. Et je pense que c'est vrai que en tout cas, le film a eu un effet très, très fort sur moi la première fois. Peut-être qu'il supporte pas très bien un revisionnage et peut-être qu'il a vraiment besoin d'être vu dans des conditions assez grandioses, très près de l'écran, avec un écran le plus haut et le plus large possible pour être vraiment immergé dans l'univers et peut-être moins se focaliser sur ces trucs-là, mais t'as raison de les soulever totalement. Moi, je pense que ça marche pour moi parce qu'à ce moment-là, je vois le payoff qui est aussi un truc de scénariste, mais vraiment, tu te dis, il y a eu tout le setup pendant tout le film. Et en fait, là, je comprends où il veut nous emmener et je me dis, qui d'autre que Nolan aujourd'hui maîtrise aussi bien la structure d'un film. En fait, pour moi, Nolan est king of structure. Et c'est peut-être, du coup, pas celui qui arrive le plus à te procurer de l'émotion, à créer une évasion sensorielle totale. Mais par contre, c'est quelqu'un qui millimètre vraiment ce qu'il fait et qui, justement, va prendre plein d'endroits différents dans la temporalité pour tous les réunir à la fin du film. Ce que toi, t'aimes pas du tout dans Dunkerque, mais ce que moi, j'aime beaucoup. Et je trouve que là, il le réussit
vraiment, enfin pour moi, c'est ça qui en fait le film de Nolan par excellence. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout d'accord avec toi sur sa maîtrise de la temporalité. Ok. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on ressent pas parfois la longueur du temps Ouais. qu'il a passé avec Calypso, tout ça, je suis d'accord. Mais sur la structure vraiment du film, où il arrive à tout ramener et à tout poser dès le départ, même la meuf qui lui a soigné la Oui, cheville, ouais. tout ça. Ou pareil, la première fois, j'ai pas totalement capté et c'est au deuxième visionnage où j'étais là, ah mais oui, putain, ça, il nous l'a planté dès le début. Et en fait, on arrive à ce que tout se rejoigne à la fin pour créer un feu d'artifice narratif. Ouais. Je trouve que ça marche très très bien et j'aime bien, pour le coup, il y a des moments où le moment gotcha de Nolan peut m'énerver dans certains de ses films. Ouais. Là, j'ai adoré. Le Ouais. moment où je comprends tout ce qu'il essaye de faire depuis Ouais, 2 ouais. heures, où je suis là, ok, Ouais. j'adore ça. C'est marrant parce que moi, je trouve qu'il y a un peu deux payoffs dans ce film. Et c'est ça qui me dérange un peu en termes de structure. C'est que moi, le vrai payoff émotionnel, je l'ai avec la discussion entre Pénélope et Ulysse, lorsque c'est un mendiant et lorsqu'il raconte la guerre. Et donc, du coup, j'avoue que tout ce qui passe après, et en plus, le fait que la scène soit pas forcément hyper maîtrisée, je trouve, en termes de réel, m'a un peu ennuyé. Et jusqu'au moment où t'as donc Télémaque qui devient roi et eux qui partent au soleil, etc. Toute cette partie m'a perdu. Moi, la satisfaction que j'ai eue, c'est vraiment lorsque Ulysse avoue ce qu'il a vécu à la guerre de Troie et ce qu'il a causé au monde, en fait. Et je sais pas si ça se serait tenu avec tu fais la bataille d'abord et ensuite t'as Ulysse qui tombe dans les bras de Pénélope et là qui avoue tout. Et, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la satisfaction à ce moment-là, en fait. Et aussi peut-être parce que, comme je te disais, la fin de Antinios, qui est construit comme le grand méchant du film, m'a pas totalement satisfaite en termes de... de jouissance de le voir mourir, même si le fait qu'il mette le sort de Sinon dans sa bouche, j'ai plutôt aimé. Je pense qu'il y a eu peut-être pour moi une dissonance entre le climax émotionnel et plus le climax de structure, en fait. Je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette scène de confrontation avec Pénélope, mais j'adore la fin du film. Ouais. Je trouve que, justement, dans un film de Nolan, j'aime rarement la fin. Et là, je trouve qu'au lieu, justement, d'avoir une fin de petit malin, c'est vraiment un happy end absolu, ce qui, pour le récit qui a précédé tous les autres récits, je trouve que ça fonctionne très bien. Après, je suis un peu dans ma Travis Kelce era et j'ai envie de croire à l'amour et tout. Et le Taylor Swift point. Voilà, exactement, est atteint. Mais en fait, comme je crois tellement à l'amour de Pénélope et Ulysse, je trouve ça hyper beau que ça termine sur une note qui pourrait sembler niaise, mais en fait, cet horizon qu'on nous promet dès le départ, je comprends. ils vont enfin l'atteindre tous les deux. Et j'aime beaucoup le fait qu'il subvertit quand même un tout petit peu ça avec son dernier plan, qui est le cheval de Troie qui brûle. Voilà, et qui nous rappelle quand même, moi ça m'a fait penser... Non mais t'as raison, c'est vrai. Sans aucun rapport, mais ça m'a rappelé la fin de The Big Short, où à la fin t'as le petit texte qui dit le prochain truc, ça va être l'eau. Et là tu sors, t'es trop mal et tu dis putain, en fait on va tous mourir bientôt. Là c'est aussi de nous rappeler, en fait, vous savez cette histoire sur il y a 3000 ans, une civilisation qui s'est effondrée. Peut-être posez-vous des questions. Encore, voilà. Et j'avoue qu'en pleine phase caniculaire, ça a sonné très très juste de le voir terminer sur une note très très sombre avec ce cheval et de dire n'oubliez pas, ok, ça s'est bien terminé pour les quelques privilégiés, c'est-à-dire le roi et la reine, mais globalement, les conséquences de tout ce qui s'est passé, c'est l'effondrement de la civilisation. Et que cette civilisation peut encore s'effondrer. C'est que ça peut être très très cyclique en fait, et que ça l'est. Et eux, ils disent, elle renaîtra. Ils termine sur une note plutôt optimiste de dire la civilisation va s'effondrer mais elle finira par renaître et on ne se souviendra justement plus que de la grandeur de l'histoire d'Ulysse et pas de toute l'horreur qu'il y a eu derrière. Et donc je suis ravie de savoir qu'un jour la nôtre renaîtra aussi, mais on attend. J'aime bien cette double fin, tu vois, l'effet qui se coule de à la fois ça peut être un peu niais sur l'histoire d'amour et à la fois assez cynique sur tu vois l'état du monde. J'ai beaucoup aimé la fin d'Ouhammer et ce... Justement, je pense que j'ai été un peu ému aussi de leur départ. Enfin, en plus, le fait qu'ils partent en exil, enfin, tu vois, que ce soit pas totalement heureux non plus parce qu'il abandonne son royaume avec Pénélope. J'ai beaucoup aimé le plan de fin qui m'a surpris. En fait, je m'attendais pas à ce qu'on revienne à Troie. Généralement, j'aime pas les plans qui sont des sortes de clins d'œil direct au spectateur. Parce que là, je trouve que c'est totalement le cas. Tu vois, ça appartient pas forcément à la narration du film. Mais j'ai bien aimé ça parce que ça met... pour moi, le point final à la thèse de Nolan, en fait. Et c'est ça qui rapproche, justement, le film de notre ère. Donc, carrément. Qui est ton MVP pour l'Odyssée ? Sinon. Sinon, qui est joué par Elliot Page. Par Elliot Page, qui, pour le coup, a pas beaucoup de temps d'écran non plus, mais qui, pour moi, est aussi Il y a beaucoup de cœur émotionnel dans ce film, hein, mais le rapport que Ulysse a à ses hommes et au sacrifice, en fait, de certains pions pour pouvoir avancer sa campagne,
Sinon, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Déjà, j'aime beaucoup Elliot Page, j'aime beaucoup la relation qu'il a entretenue aussi avec Nolan au cours des films depuis Inception. Et je trouve que tout est encapsulé vraiment dans la scène chez Hades, quoi. Il y a une rage dans ses paroles, dans son regard. Il y a une tristesse dans ce qu'il dit sur la trahison, en fait, tu vois. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touché dans l'Odyssée, malgré tous les problèmes que je lui trouve, c'est que c'est un film vraiment sur la conscience et sur des vœux qui sont brisés, et sur des promesses qui sont brisées. Et en fait, là, même s'il il apparaît pas beaucoup, ça, c'est un peu la trahison originelle. C'est la trahison qui commence le film, en fait. Lorsqu'en fait, Ulysse ne lui dit pas qu'ils sont dans le cheval. Et donc, avoir toute cette rage encapsulée dans cette déclaration de Sinon, j'ai vraiment été pris émotionnellement par le film, quoi. Et il est là pendant deux scènes, tu vois, mais je trouve que ça fonctionne vachement. Je suis d'accord. Moi, c'est Circé. Je comprends. BG. Je comprends. Mais Circé, ça aurait été peut-être la deuxième. Après, troisième, je pense, Himesh Patel, parce qu'il est trop beau. Mais voilà. Je suis d'accord. Allez. Ok, alors, dernier top, très rapide, top 3 Nolan. Le troisième, je dirais Oppenheimer. Le deuxième, je dirais Interstellar. Et le premier, The Dark Knight. Ok. Je pense que c'est pas The mal. Dark Knight qui m'a donné envie d'écrire, en fait. Donc, Oh, waouh. Ouais. Ok. Et toi? Alors, attention, t'es pas prêt, je pense. Numéro 3, l'Odyssée. Ah ouais? Ouais. Ok. Numéro 2, Dunkerque. Ok. Là, Karl s'est levé et a quitté le studio. Ouais, non, pour moi, Dunkerque, c'est un chef-d'œuvre. J'adore. Ok. Et numéro 1, Interstellar. Ah yes. C'est bon, on est rabiboché. Tout va bien. Merci beaucoup, Karl, d'être venu débriefer l'Odyssée. C'était une épopée incroyable. Ouais, une odyssée, quoi. Ouais, exactement. Merci et de l'invitation, reviens c'était un plaisir. quand tu veux pour parler de films récents ou anciens. Évidemment, tu es le bienvenu. Trop bien. Puis on se recroise au cinéma. Carrément, c'était trop cool. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Si vous avez aimé cet épisode, écrivez-nous, mettez des commentaires, partagez, envoyez des courriers recommandés à tout le monde pour dire qu'il faut s'abonner à Anaïs se fait des films. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une série qui s'appelle E.T. de Rivalry. Je crois qu'il y en a certains parmi vous qui attendent beaucoup cet épisode. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage. C'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.